Mes chers amis, bonsoir. Je voudrais vous remercier d'être parmi nous. Je voudrais aussi vous souhaiter la bienvenue à cette réunion. Mais avant, je voudrais vous dire combien nous sommes attristés, combien nous sommes endeuillés par la mort de notre frère, de notre ami, de notre collègue, Dr El-Malti Fouad, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde. Il était l'ami, le camarade de tout le monde. Bien entendu, on le connaît par ses qualités humaines et professionnelles, par sa joie de vivre, par son charisme, par son honnêteté et aussi par son sourire qui l'accompagnait tout le temps. C'est une perte inestimable pour la communauté médicale et cardiologique marocaine. Allahumma ighfir lana wa lahu wa li jami' al-mu'minin wal mu'minat yawma yaqumu al-hisab. Allahumma afu anhu ya rabbil alamin wa zid fi ihsanihi fa in kana مسيئا فتجاوز عن سيئاته وإن كان محسنا فزيد في حسناته اللهم تقبل منه جميع الحسنات يا رب العالمين وتقل بالحسنات ميزانه في الآخرة يا رب العالمين اللهم إنه بجوارك فتجاوز عنه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين واجعله بجوار حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله اللهم اجعل نفسه آمنة يا رب العالمين ومطمئنة واجعله مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة يا رب العالمين واجعل عن يمينه نورا وعن شماله نورا ومن فوقه نورا ومن تحته نورا اللهم إنه ببابك فجد عليه وكرمك فجد عليه بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وأجره من عذاب القبر وثبته عند السؤال واللهم إنه صبر على البلاء كما تعرفون بأنه توفى بالكورونا دونك اللهم هو الله يرحمه صبر على البلاء فلم يجزع فارفعه يا رب العالمين إلى درجة الصابرين واجعله من الذين لا يوفون أجورهم بغير حساب وألحقنا به مسلمين إن شاء الله يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين يا رب العالمين. Tu nous manques déjà, cher ami. Adieu si Fouad, tu seras toujours, tu es et tu resteras toujours dans nos cœurs. Toutes nos condoléances à sa famille, à sa femme, à ses deux filles et à toute la famille cardiologique marocaine. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Voilà, donc nous retournons à notre réunion, mes chers amis. Et avant de commencer à passer la parole à mon cher ami, le docteur Hassan Amir, je voudrais remercier à tous les orateurs et les modérateurs qui sont vraiment de renom international et qui nous promettent une réunion de haut niveau, de haute voltige, sur la réunion entre ces deux organes qui sont le rein et le cœur, et vous allez voir, ce sont des choses qu'on vit tous les jours dans nos cabinets et qui nous intéressent vraiment, vraiment de près. À toi la parole, mon ami Hassan. Merci Saïd. Effectivement, aujourd'hui, c'était une triste nouvelle pour tous les cardiologues. Je présente aussi mes condoléances à la famille du docteur El-Malti. Donc, je vais co-modérer cette session avec notre ami le professeur Benyoun Sermdani. Je ne vais pas vous le présenter, vous apprendre que le professeur Mdani est une référence nationale de la néphrologie. Et je tiens à le remercier particulièrement au nom de l'AMCAR pour tout ce qu'il nous a apporté comme formation à chaque fois qu'on l'appelait. Il était disponible, généreux. Merci pour tout ce que tu as fait et que tu feras pour nous. Merci pour Avant de donner la parole au premier orateur, le professeur Guéraud, je vous invite à poser vos questions dès le début des communications. Elles seront anonymes, mais si vous ajoutez votre nom, ça serait bien. Les réponses se feront à la fin pour une meilleure gestion du temps. Donc, je ne vais pas trop tarder. Je vais donner la parole au professeur Guéraud qui va nous parler de la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique chez l'insuffisant cardiaque. Le professeur Dominique Guéraud est un professeur de néphrologie. Il est chef de service de néphrologie au CHU de Rouen.
Il a plusieurs activités cliniques et de recherche, notamment dans le domaine de l'hypertension artérielle, le syndrome cardio-rénal, la dysfonction endothéliale et autres. Actuellement, il est président de la commission de néphrologie clinique de la Société francophone de néphrologie, dialyse et transplantation. Il est membre du groupe Hypertension R1 de la Société européenne d'hypertension. Il est co-auteur et auteur de plusieurs publications. Donc, à toi la parole. Merci beaucoup. Chers collègues, chers amis, merci beaucoup pour cette invitation. Je remercie vraiment le sympathique bureau de l'AMCAR de me permettre d'être avec vous ce soir. Donc, effectivement, je suis néphrologue. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est comment, en tant que cardiologue, vous gérez les patients qui présentent une insuffisance rénale chronique alors qu'ils ont une insuffisance cardiaque. Alors, on va commencer à partir d'un cas clinique, quelqu'un que vous voyez en consultation, qui était antérieurement suivi dans un autre centre et qui va vous poser un certain nombre de soucis. Donc, pour présenter un peu le patient, il a 67 ans, il a une cardiopathie ischémique avec un infarctus du myocarde antérieur qu'il a présenté il y a 1 an. Il a une ACFA et puis, au cours de la dernière année, il a été hospitalisé 2 fois pour des épisodes de décompensation cardiaque. Il est par ailleurs diabétique de type 2 ancien, compliqué, avec notamment une rétinopathie diabétique. Il est hypertendu depuis une quinzaine d'années et puis il a un tabagisme conséquent. Son traitement actuel est assez classique, bisoprolol, ramipril, il a 40 mg de furosémide, 12,5 de spironolactone, du cardégique, de la torvastatine et de la metformine. Et puis, quand il se présente à votre consultation, il a une dyspnée, NYHA3. Vous voyez qu'il a pris du poids, il a pris 5 kg en 2 mois, il crépite, il est manifestement en surcharge, il a des signes droits, il a une turgescence, des œdèmes bilatéraux des membres inférieurs, et vous décidez de lui faire une échocardiographie qui montre une fraction d'éjection réduite à 28% sur votre échocœur. Et donc, le problème supplémentaire, c'est que ce patient est insuffisant rénal. Quand on reprend l'historique de ses créatinines, déjà 5-6 ans avant, il avait une insuffisance rénale avec une créatinine à 110 micromoles par litre, une urée à 9 millimoles par litre. Et vous voyez qu'avant même son infarctus, on constate une dégradation progressive de la fonction rénale qui s'aggrave encore plus depuis qu'il a fait son infarctus, avec ici une petite note qu'on dit fonctionnelle. Vous voyez l'urée qui monte plus que la créate ne monte. Le bilan de votre ami néphrologue a montré une échographie rénale normale, une protéinurie à 1,6 g par gramme ou par jour, et puis il n'a pas d'hématurie. Donc, si on regarde un peu les choses du point de vue du néphrologue, on va dire que jusqu'à son infarctus, il avait principalement une insuffisance rénale chronique sur une probable néphropathie diabétique dans le contexte, et que depuis qu'il a fait son infarctus, s'y surajoute une insuffisance rénale de mécanisme probablement en partie fonctionnel, ce que l'on caractérise comme étant un syndrome cardio-rénal de type 2. En gros, le cœur va moins bien et donc le rein va moins bien. La bio qu'il a faite avant de venir vous voir montre donc qu'il a 210 micromoles de créatinine, ça lui fait un DFG à 27. Il a aussi une hyponatrémie, une hyperkaliémie modérée à 5,4, une anémie comme souvent dans l'insuffisance rénale, il a un diabète déséquilibré et vous avez le dosage de votre BNP. Donc c'est un patient, tout ce qu'il y a de plus classique dans votre consultation, qui va poser un certain nombre de problèmes. C'est un patient classique parce que lorsqu'on prend les cohortes d'insuffisance cardiaque, j'en ai pris juste une ici pour l'exemple, l'insuffisance rénale chronique, c'est extrêmement fréquent. Vous voyez que près de la moitié des patients ont une insuffisance rénale chronique de stade 3, c'est-à-dire un DFG, une clairance entre 60 et 30 minutes, et vous en avez au moins 20% qui sont à moins de 30 minutes. C'est quelque chose que vous voyez donc très régulièrement. Et nous, en tant que néphrologue, l'insuffisance cardiaque, c'est également très fréquent, forcément. Ce sont les mêmes patients que l'on partage. Et que les patients soient greffés, dialysés en hémodialyse ou en dialyse péritonale ou insuffisants rénaux chroniques sans être dialysés, vous voyez que la probabilité d'avoir une insuffisance cardiaque en fonction de la durée d'évolution de la maladie, elle est importante. Au bout de 18 mois, vous avez déjà plus de la moitié des patients hémodialysés chez qui le diagnostic d'insuffisance cardiaque a été posé. Alors, quels sont les problèmes qui vont se poser? Il y en a beaucoup. Donc, en 20 minutes, on ne va pas pouvoir aborder toute la néphrologie pour le cardiologue, évidemment. Mais si je schématise les principaux problèmes, le premier dont on va parler, c'est la gestion de la surcharge hydrosodée, les problèmes hydroélectrolytiques, donc l'hypercalémie et l'hyponatrémie. Parce que j'ai entamé là, il me reste un petit moment pour prendre la parole. Du débit de filtration. Je voulais savoir si tout allait. Il y avait du monde? Alors, je pense qu'il y a c'est Ramdani, si tu peux couper ton micro, merci. Voilà. Une dégradation du débit de filtration glomérulaire, que vous allez voir de façon séquentielle chez ces patients, ou progressive, et puis les problèmes d'adaptation des médicaments. Alors, on va commencer par la surcharge. Donc, la surcharge,
très fréquente dans l'insuffisance cardiaque, dans l'insuffisance rénale chronique également, en général, elle se gère avec les diurétiques de l'anse. Vous avez ici le néphron. Je vous rappelle à quel point un rein, c'est magnifique. Donc, le glomérule, le tubule. Ici, la branche ascendante large de l'anse de Henle, qui est où vous avez la cible des diurétiques de l'anse, le basilic, le furosémide, le tube contourné distal où agissent les thiazidiques, et puis le canal collecteur où agissent les diurétiques épargneurs de potassium. Alors, dans vos recommandations, ici les deux dernières recommandations européennes et américaines sur la gestion des traitements chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, les diurétiques ont un haut niveau de preuve et sont recommandés pour gérer bien sûr la surcharge hydrosodée chez ces patients-là, avec d'autres indications plus larges, notamment pour les diurétiques épargneurs de potassium, antagonistes du récepteur minéralocorticoïde. Alors, un point important, c'est que quand vous utilisez des diurétiques de l'anse pour traiter la surcharge, chez les patients qui présentent une insuffisance cardiaque chronique, mais ici également dans les dégradations aiguës de la fonction cardiaque, eh bien, en fait, on a un effet qui est moindre par rapport à des patients qui n'ont pas d'insuffisance cardiaque. C'est-à-dire que pour obtenir le même effet natriurétique, c'est-à-dire que la perte de sel, eh bien, il vous faut des doses plus importantes de l'Azilix. C'est ce que vous voyez au quotidien et c'est pour ça que vous arrivez, comme nous en néphrologie, à utiliser des doses importantes de l'Azilix. Et c'est encore plus vrai quand la fonction rénale se dégrade. Donc finalement, chez ces patients qui ont à la fois l'insuffisance cardiaque et l'insuffisance rénale, on se retrouve avec deux bonnes raisons d'augmenter les doses de l'Azilix, de furosémide. Donc quand le DFG baisse, eh bien en fait, pour une même dose de l'Azilix, de furosémide, vous allez avoir une baisse de l'excrétion sodée. Donc pour obtenir une quantité suffisante d'excrétion sodée, nous, on est obligé de monter la dose. C'est pareil dans l'insuffisance cardiaque, et donc deux bonnes raisons d'augmenter les doses. Bien sûr, ce sur quoi vous pouvez agir, c'est de diminuer les apports en sel, mais en général, on sait à quel point c'est compliqué à réaliser. Et puis, bien sûr, des alternatives, si ça ne suffit pas, d'autres classes de diurétiques, les thiazidiques et la spironolactone, je dirais, indépendamment de leurs indications propres à l'insuffisance cardiaque pour les antagonistes MR. On peut gagner sur la surcharge. Alors, pourquoi est-ce que utiliser des associations de diurétiques, c'est pertinent chez ces patients? En fait, ce qui se passe quand vous donnez du Lazilix au long cours à un patient, c'est qu'en fait, vous allez augmenter beaucoup la réabsorption de sel par la branche ascendante large de l'anse de Henle, et tout ce qui est derrière dans le néphron va compenser, c'est-à-dire qu'il y a moins de sel qui va arriver, et donc ces cellules qui réabsorbent le sel au niveau du tube contourné distal et du canal collecteur vont s'hypertrophier, c'est-à-dire qu'en fait elles vont travailler plus, elles vont réabsorber plus de sel, en fait elles vont compenser, elles vont aller contre l'effet de vos diurétiques de l'anse. Ça veut dire en pratique que si vous utilisez d'autres diurétiques qui agissent sur ces segments-là, les diurétiques thiazidiques et les antagonistes du récepteur minéralocorticoïde, eh bien leur effet va être potentialisé dans ces situations-là. Donc, vous êtes amené à utiliser des bithérapies ou des trithérapies de diurétiques pour gérer la surcharge, encore une fois. La difficulté pour la trithérapie, et quand vous utilisez des antagonistes du récepteur minéralo, c'est bien sûr que ces patients peuvent présenter des hyperkaliémies. Alors, il y a plusieurs guidelines qui ont été édictées. Ce que l'on peut dire comme situation qui pose finalement plus problème, c'est les patients qui ont une insuffisance rénale chronique évolué, stade 4, stade 5, c'est-à-dire un DFG inférieur à 30 millilitres minutes. S'ils ont une kaliémie qui reste inférieure à 5, même si, en théorie, il est compliqué d'utiliser des antagonistes minéralo selon les recommandations de chaque pays chez ces patients-là, si la kaliémie est inférieure à 5 et que pour des raisons de gestion de surcharge, c'est utile, eh bien, ils peuvent être utilisés avec un certain nombre de précautions, surtout de surveillance de la créatinémie et de la kaliémie. Un autre mot pour une classe qui arrive chez nous sur les derniers mois et dernières années, ce sont les inhibiteurs de SGLT2, qu'on appelle des glyphlosines, avec beaucoup d'études, notamment avec la dapagliflozine. C'est des traitements qui ont été développés initialement dans le diabète, mais vous savez que dans l'insuffisance cardiaque, ils commencent à avoir une place importante dans les recommandations. Et donc, un petit mot pour vous dire que ces médicaments, ils vont potentialiser l'effet natriurétique, l'effet de perte de sel et donc de hypovolémiant des diurétiques de l'anse. Cette petite étude qui est publiée l'an dernier dans Circulation montre que quand vous associez ici l'empagliflozine à un diurétique de l'anse, eh bien, on a une augmentation importante de l'effet natriurétique des diurétiques de l'anse. Donc, une arme supplémentaire pour gérer la surcharge. Et puis, quand tout ça ne suffit pas, je vous apporte un point de néphrologue qui n'est pas souvent utilisé, c'est qu'il peut y avoir des patients qui, au-delà de la sévérité de l'insuffisance rénale, juste pour gérer la surcharge, peuvent avoir des indications à de la dialyse. La dialyse, que ce soit l'hémodialyse ou la dialyse péritonéale, ça sert
à remplacer le fonctionnement rénal, c'est-à-dire l'épuration du sang, mais ça sert aussi à faire de l'ultrafiltration, c'est-à-dire d'enlever du volume. Et donc, dans l'insuffisance cardiaque, l'hémodialyse est parfois difficile à réaliser, mais la dialyse péritonéale, un peu plus douce, peut avoir un intérêt dans des cas sélectionnés pour essayer d'enlever un peu plus d'eau et de sel. Je vous présente juste ici l'expérience des Allemands dans le contexte, c'est des expériences rétrospectives, on n'a pas d'études randomisées, contrôlées qui démontrent l'intérêt de cette stratégie, mais ça vous donne une idée d'une stratégie qui peut être utilisée en complément chez certains de vos patients. Donc, dans cette étude, ils utilisaient comme critère d'éligibilité des patients en insuffisance cardiaque réfractaire aux diurétiques à la dialyse péritonéale. Eh bien, il fallait que les traitements pharmacologiques soient optimisés conformément aux recommandations, que vous connaissez évidemment bien mieux que moi. Il fallait une résistance aux diurétiques. Alors, comment on définit ça? En fait, c'est idéalement la trithérapie dont je vous ai parlé, les diurétiques de Lens, les thiazidiques et les antagonistes minéralo, dont on a dit que ce n'était pas forcément simple quand il y avait une insuffisance rénale évoluée. Il fallait que ait été évoquées toutes les possibilités, notamment d'assistance par des devices dans l'insuffisance cardiaque, et puis des hospitalisations récidivantes pour des décompensations cardiaques qui répondaient pas forcément bien au traitement diurétique. Si je résume un peu les intérêts de faire de la dialyse péritonéale, parce qu'on n'a pas forcément le temps de rentrer dans les détails, qu'est-ce que les études rétrospectives montrent? C'est qu'on améliore l'extraction hydrosodée et donc la gestion de la surcharge chez les patients chez qui on instaure de l'ADP pour des indications cardiaques, pas pour une insuffisance rénale chronique terminale. Il y a également une amélioration fonctionnelle qui a été montrée chez ces patients-là, qu'on diminue les durées d'hospitalisation pour des compensations cardiaques et que, notamment du fait de la diminution de la précharge, eh bien, on améliore en partie la fonction cardiaque. On peut améliorer la fonction cardiaque chez ces patients-là. Évidemment, il y a beaucoup de limites. C'est contraignant d'imposer de la dialyse péritonéale à un patient. Il y a les contraintes logistiques, donc à coordonner avec votre néphrologue référent. Et puis, la difficulté de la dialyse péritonéale, c'est que si l'insuffisance rénale chronique est vraiment au stade terminal, parfois la dialyse péritonéale ne suffit pas et il est nécessaire de passer à l'hémodialyse, qui peut être difficile chez ces patients insuffisants cardiaques parce qu'il y a la circulation extracorporelle. Et puis surtout, j'aime beaucoup l'evidence-based medicine, là c'est zéro. Zéro étude randomisée contrôlée, c'est juste l'expérience de chacun et ces études rétrospectives. Un petit mot pour vous dire que quand on arrive à faire de la dialyse péritonéale chez des patients insuffisants cardiaques, c'est qu'on est au bout de nos ressources. Et quand on regarde sur ces séries la survie des patients, malheureusement, après 450-500 jours, eh bien, il y a déjà la moitié des patients qui est décédé, donc une survie médiane moyenne à 16 mois à peu près. Donc, c'est patient très sévère, mais chez qui on amène une certaine amélioration sur les paramètres que je vous ai dit, au prix des contraintes logistiques qu'on impose aux patients. Ça, c'est pour la gestion de la surcharge. L'autre point qui va souvent poser problème, c'est la dégradation du débit de filtration glomérulaire. Alors, c'est multifactoriel. Ça peut être l'aggravation propre de la néphropathie. Le patient dont on parle, il avait déjà une insuffisance rénale un peu évoluée avec son diabète. Et donc ça, indépendamment du cœur et des traitements que vous utilisez, ça peut s'aggraver, ce qui va singulièrement vous compliquer la tâche. Mais ça peut aussi être lié au fait que la cardiopathie s'aggrave pour des raisons que vous connaissez, soit en aigu, ce qu'on appelle le syndrome cardio-rénal de type 1, ou alors c'est l'aggravation en chronique, c'est le syndrome cardio-rénal de type 2, où le rein souffre de l'hypoperfusion par le cœur et puis surtout de la surcharge veineuse liée à la dysfonction cardiaque. Ça peut être les traitements que vous utilisez, tout à fait à juste titre, les diurétiques et surtout les inhibiteurs du système rénine-angiotensine qui peuvent aggraver la fonction rénale, on va le voir. Ça peut être les traitements ou les méthodes diagnostiques que vous utilisez, la choro, dont on sait qu'elle est susceptible d'aggraver la fonction rénale par l'iode qu'on utilise. Donc, c'est pas tellement vrai pour les injections intraveineuses d'iode sur les dernières études, mais par contre, sur les injections intra-artérielles, comme vous les utilisez, ça peut arriver. Et puis, la maladie des emboles de cholestérol, qu'il ne faut pas négliger chez ces patients polyvasculaires. Tout ça, ça peut conduire à des dégradations du débit de filtration glomérulaire. Et un petit mot, je dirais, pratique super important, c'est que quand vous avez un patient qui est hospitalisé pour une décompensation cardiaque et que vous mettez des diurétiques pour contrôler la surcharge, souvent vous allez voir la fonction rénale se dégrader. Eh bien, on a un certain nombre d'arguments, et je vais vous en donner un après, dans le temps qui m'est imparti, pour dire que
dans ces cas-là, si vous avez besoin des diurétiques et que la créate monte, eh bien, il faut quand même les mettre. Autrement dit, faites clinique, faites cardiologique. Si la créate monte, vous appelez votre copain néphrologue. Mais malheureusement, c'est un peu le prix à payer pour contrôler la maladie. Juste cette petite diapo pour vous montrer que sur des analyses de marqueurs de souffrance rénale, lorsque l'on déplète beaucoup les patients qui ont une décompensation cardiaque aiguë et qu'on voit une augmentation de la créatinine, eh bien, ça ne se traduit pas forcément par une augmentation des marqueurs de souffrance. Autrement dit, le rein parenchymateux, le rein en lui-même ne souffre pas lorsque la déplétion reste raisonnable de ce que vous lui mettez comme traitement diurétique, même si la créate monte un petit peu. Donc, si vous avez une décompensation cardiaque avec de la surcharge et que la créate monte, c'est peut-être quand même que vous êtes dans le vrai. La difficulté que vous rencontrez, elle est beaucoup avec les bloqueurs du système rénine-angiotensine, les IEC et les ARA2, c'est ce dont je parle là. Et donc, la société britannique de cardio a établi des recommandations de pratique pour des patients qui ont une dégradation aiguë de fonction rénale sous bloqueur du système rénine-angiotensine, avec une certaine évidence, mais un peu, on va dire, de pratique aussi. Lorsque le patient est hypotendu ou qu'il a un sepsis, donc c'est deux situations classiques où les bloqueurs du SRA vont aggraver la fonction rénale, eh bien, il est recommandé d'arrêter ces traitements. Si par contre vous êtes devant un patient qui est plutôt en surcharge, eh bien ça va dépendre schématiquement de la situation dans laquelle vous êtes par rapport au tableau d'insuffisance cardiaque. Les insuffisances cardiaques à fraction d'éjection préservée, dans lesquelles l'évidence pour l'intérêt des bloqueurs du SRA est moindre, eh bien c'est une situation dans laquelle on sera plus à l'aise pour les arrêter en termes de bénéfice-risque à moyen et long terme. Si par contre vous avez une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, ce qui était le cas du patient que je vous présentais là, eh bien on essaiera de les maintenir, sauf si vous avez une hypotension symptomatique, si le patient est hyperkaliémique de façon sévère et répétée, ou si la fonction rénale se dégrade de façon rapidement progressive, parce que là on est dans trois situations dans lesquelles la balance bénéfice-risque paraît défavorable malgré l'evidence-based medicine. Juste un petit mot de ce travail qui montrait que les patients insuffisants cardiaques qui ont une insuffisance rénale, eh bien, lorsqu'on prescrit des bloqueurs du système rénine-angiotensine, eh bien, lorsqu'on arrive à les maintenir, c'est un score de propension, c'est une méthode statistique qui essaye de s'ajuster au mieux pour tout ce qui pourrait être des facteurs confondants sur cette étude rétrospective, eh bien, on voit que la survie des patients chez qui on maintient les bloqueurs du SRA, elle est quand même meilleure que celle chez qui on l'arrête. Donc, faut essayer le plus possible de les maintenir dans les conditions actuelles. Alors, comment est-ce que vous pouvez en pratique avoir des outils pour vous aider à décider de maintenir ces traitements ou de les arrêter? Eh bien, un outil important, c'est l'évolution de la créatininémie. N'hésitez pas à aller rechercher les valeurs de base, l'évolution sur les derniers temps, la synergie avec vos variations de posologie de traitement pour savoir si le bloqueur du SRA il est imputable ou pas dans la dégradation que vous voyez. Cherchez bien sûr une hypovolémie qui nécessiterait un remplissage, mais ça, c'est assez évident. Les hypotensions artérielles symptomatiques, faites des tests d'hypotension orthostatique qui peuvent vous aider dans ce contexte-là. Bien sûr, la kaliémie peut modifier le rapport bénéfice-risque, mais il faut savoir tolérer les kaliémies qui sont, on va dire, raisonnables en dessous de 5,5. Eh bien, le rapport bénéfice-risque chez des patients qui ont une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite est souvent favorable s'il n'y a pas de dégradation aiguë. Et c'est des malades qu'il faut savoir surveiller sur la clinique, sur la biologie. C'est pas forcément simple quand on est spécialiste, mais là, il y a un rôle de coordination avec le médecin généraliste qui est super important. Deux mots sur les principaux troubles hydroélectrolytiques. L'hypercalémie, on vient d'en parler, donc ça va aller vite. Les causes, les bloqueurs du système rénine-angiotensine au premier plan, l'insuffisance rénale qui vous complique singulièrement la donne, un peu les bêta-bloquants, et puis le diabète. C'est deux situations dans lesquelles on a souvent une kaliémie limite haute. Et donc, ce que vous avez comme marge, c'est ajuster les posologies, voire arrêter les bloqueurs du SRA s'il faut. Utiliser les diurétiques non épargneurs de potassium qui vont faire pisser du potassium, le furosémide et le thiazidique, et puis les résines échangeuses, donc hexalate, résicali, et puis les nouvelles résines qui coûtent cher mais qui vont sortir, qui peuvent éventuellement aider également. Je
passe rapidement à l'hyponatrémie, juste une seule diapositive également, vu le temps qu'on a, pour vous dire que dans l'insuffisance cardiaque, c'est extrêmement fréquent, que c'est directement proportionnel à la sévérité de l'insuffisance cardiaque. En fait, c'est un mécanisme de stimulation de l'hormone antidiurétique, l'ADH, qui est lié à l'hypoperfusion par l'insuffisance cardiaque. Donc, on ne peut pas y faire grand-chose sur ce mécanisme. C'est le traitement de l'insuffisance cardiaque qui est le meilleur traitement de l'hyponatrémie dans ce contexte-là. Si vous avez remarqué que les thiazidiques, lorsque vous les avez introduits, ont aggravé l'insuffisance, l'hyponatrémie, ça, c'est un coupable important. Il y a certains patients, mais pas d'autres, qui vont développer des hyponatrémies aux thiazidiques. Donc, il faut vraiment avoir le réflexe de regarder s'il y a des thiazidiques chez un de vos malades qui développerait une hyponatrémie. L'insuffisance rénale y contribue et vos moyens d'agir ne sont pas très importants, ce n'est pas très satisfaisant. Essayez de faire une restriction hydrique. L'hyponatrémie, c'est un excès d'eau. Donc, il faut essayer de réduire les apports hydriques de vos patients, limiter les thiazidiques si la chronologie fait que vous pensez que c'est eux qui sont responsables, optimiser la volémie avec les autres diurétiques que les thiazidiques, du coup, et puis éventuellement augmenter les apports en protéines qui vont aider à éliminer cette surcharge en eau. Je termine par un mot des difficultés d'adaptation des traitements de l'insuffisance cardiaque chez les patients insuffisants rénal chroniques. Pourquoi? Parce que chez ces patients, l'evidence-based medicine, c'est-à-dire la force de l'évidence qui repose sur les grandes études, eh bien, est beaucoup moins importante que chez les autres patients que vous avez à prendre en charge. Je dis juste les choses simplement comme ça. Vous avez beaucoup de guidelines qui ont repris ce qui était moins évident du point de vue des preuves médicales chez les patients qui ont une insuffisance rénale chronique stade 4, donc entre 30 et 15, et stade 5, en dessous de 15 minutes. Et vous voyez que plus on a une insuffisance rénale sévère, et moins on a d'évidence. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des malades qui sont exclus des études, et donc on navigue un peu plus à vue. Donc une évidence limitée, et puis surtout, il n'y a pas de traitement qui, jusqu'à présent, avait démontré un bénéfice sur le débit de filtration glomérulaire chez les patients insuffisants cardiaques jusqu'à la classe des inhibiteurs de SGLT2, donc les glyphlosines, qui, eux, clairement améliorent les choses au niveau cardio-rénal. Donc, c'est une classe super intéressante à mon sens. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand vous arrivez à faire mieux au niveau du cœur, très souvent, quand on est dans du cardio-rénal, ça marche mieux sur le rein. Et donc, tout ce que vous pouvez utiliser comme évidence sur le plan cardiologique devrait, même si on n'a pas la preuve, améliorer les choses au niveau rénal. Un dernier mot, et ça va prendre 2 minutes, et je serai à peu près dans les temps, sur le management non médical de vos patients chez les patients insuffisants rénaux chroniques. Ici, c'est l'étude Ischemia CKD. Donc, c'est une étude qui s'intéresse au coronarographie stenting que vous faites chez les patients insuffisants coronariens, donc coronaropathes, et qui présentent ici une maladie stable, mais une insuffisance rénale chronique. Donc, c'est une étude qui est sortie dans le New England, comme vous l'avez vu. On a un peu plus de 700 patients qui avaient une maladie coronarienne stable, un DFG inférieur à 30, et puis qui avaient une épreuve fonctionnelle qui montrait une ischémie modérée ou sévère au niveau cardiaque. Donc, ils ont été randomisés, traitement médical optimisé, avec ou sans une coronarographie. Et je vous donne juste les 2 outcomes principaux. Le primary, il est là, donc le décès ou l'infarctus du myocarde. Il n'y a pas de différence entre les 2 stratégies. Et puis le secondaire, qui associe également les hospitalisations ou l'ARIA, pas de différence entre les 2 stratégies. Donc, je ne veux pas du tout vous faire rentrer dans un débat qui dépasse évidemment la néphrologie, et je sais qu'il a lieu indépendamment des patients néphropathes, mais chez les patients insuffisants rénaux chroniques, eh bien, on n'a pas de bénéfice a priori à cette stratégie, d'autant plus que ça s'accompagne d'une augmentation du nombre d'AVC d'un hazard ratio à 3,8 et une augmentation d'un outcome composite décès et dialyse de 1,48. Voilà donc la conclusion des auteurs de cette étude, c'était que chez les patients qui ont une maladie coronarienne stable avec du coup un test ischémique positif et une maladie rénale chronique avancée, il n'y avait pas de bénéfice à une stratégie thérapeutique invasive comparée à une stratégie médicamenteuse. Voilà, donc nous avons terminé avec les 20 minutes. Je vais donc répondre à vos questions. Donc, merci beaucoup. Merci pour donc cet exposé, je trouve très, très intéressant, excellent. Merci beaucoup, M. Guéraud. Et puis, je passe tout de suite la parole à professeur Rizlan Medkouri, qui est professeur
de néphrologie, professeur de l'enseignement supérieur de néphrologie à la faculté de médecine à l'université de Casablanca, et qui va nous parler, au fait, qui est également membre de l'équipe de néphrologie du CHU de Casablanca, qui a beaucoup travaillé également, disons, sur l'hypertension artérielle, sur la néphroprotection. Et je lui cède la parole tout de suite pour nous parler comment protéger donc, le rein de l'hypertendu. À toi la parole. Donc, à mon tour de remercier les organisateurs de l'AMCAR donc, de m'avoir invité, et en particulier donc, le professeur Shraibi qui m'avait contacté pour parler de la néphroprotection chez l'hypertendu. Et je saisis l'occasion de manifester évidemment toute ma tristesse pour le décès de notre confrère, monsieur le Maltaïef Fouad. Donc, toutes mes condoléances à sa famille et à la famille de cardiologues. Donc, pardon. Alors, malheureusement, j'ai beaucoup apprécié la présentation précédente. Moi, je n'ai pas fait de cas clinique et je vais dérouler ma présentation comme suit. Je vais parler un peu d'épidémiologie, mais rapidement pour poser un petit peu le problème. J'ai choisi aussi de parler des définitions et des mesures de la pression parce que c'est sujet à débat quelques années. Le lien de causalité entre l'hypertension et les maladies rénales. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. On t'entend très bien. D'accord. L'importance du contrôle de l'hypertension dans la maladie rénale chronique, et on va voir quelles sont les cibles tensionnelles à atteindre pour protéger le rein hypertendu, les objectifs thérapeutiques, donc à quelle cible de pression artérielle et quels médicaments, les moyens, et puis les pistes nouvelles. Donc, pour poser le problème de l'hypertension artérielle et de son impact sur le rein chez nous, donc il y a eu l'étude Maremar qui est une étude de prévalence des facteurs de risque de maladie rénale qui avait été faite sur un échantillon représentatif de la population marocaine, et on avait trouvé que la prévalence de l'hypertension était de 16,7%, bien en deçà d'une autre étude qui tournait autour de 30%. Il faut dire que dans cette étude, l'hypertension était mesurée de façon standardisée. Et parmi, toujours dans cette étude, les étiologies de la maladie rénale chronique, on voit que l'hypertension artérielle représente à peu près le tiers. Et quand on prend l'insuffisance rénale chronique terminale en particulier, sur les cas prévalents, l'hypertension artérielle représente 14% et sur les cas incidents, 11%. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de néphropathie indéterminée et que peut-être l'hypertension y joue un rôle important. Et si on voit le poids de cette ALD, qui est l'insuffisance rénale chronique et qui ne représente que 4% des ALD, ben vous voyez que ça représente plus du quart du financement de l'AMO en 2016 avec près de 966 millions de dirhams. Donc, tout ça, ça indique qu'il faut une prise en charge précoce des facteurs de risque rénaux et en particulier de l'hypertension artérielle. Prise en charge aussi de l'insuffisance rénale modérée, elles sont souvent hypertensives, pour essayer d'éradiquer ce fléau, ce fardeau de santé publique. Alors, l'hypertension artérielle et le rein, ça c'est un sujet vieux comme le monde qui a été souvent débattu. Est-ce que donc la maladie rénale est pourvoyeuse d'hypertension artérielle? On le sait du part des mécanismes que vous connaissez, la vasoconstriction par la stimulation du système rénine-angiotensine, la stimulation du système nerveux sympathique, la rétention hydrosodée et la dysfonction endothéliale. Et inversement, l'hypertension artérielle a été tenue pour responsable au vu des données épidémiologiques. Vous avez ici la grande cohorte nord-californienne qui avait intégré plus de 30 000 patients. Et vous voyez qu'en dessous d'un seuil de 120, cette fréquence ou cette incidence augmente avec l'augmentation de la pression artérielle. Seulement, l'incidence reste relativement faible d'hypertension, l'incidence de l'insuffisance rénale chronique due à l'hypertension reste relativement faible. Elle est 10 à 100 fois moins inférieure que les maladies cardiovasculaires. Et c'est pour ça, en fait, que nous n'avons pas d'études contrôlées randomisées qui vont tester l'effet d'une baisse de la pression artérielle sur la préservation de la fonction rénale. Et toutes les études que nous allons avoir, en fait, ça va être sur des patients qui ont déjà une insuffisance rénale ou des diabétiques chez qui le risque de progression est plus important. Alors, bon, je vous ai mis ça rapidement, c'est juste pour vous montrer qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'études de randomisation mendélienne. Ce sont des études qui ont
qui, au lieu de randomiser en fonction d'un critère clinique, vont randomiser en fonction d'un variant génétique et elles sont beaucoup plus précises pour établir le lien de causalité. Et dans cette étude-là, elle a bien démontré que la maladie rénale chronique est pourvoyeuse, mais qu'au contraire, enfin, inversement, l'hypertension, en tout cas dans ces stades légers à modérés, n'est pas une cause de maladie rénale. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lésion rénale associée à l'hypertension artérielle. Donc, on parle de lésions associées, on détermine sous le terme de néphroangiosclérose toutes les lésions associées à l'hypertension artérielle et c'est un grand fourre-tout dans lequel on va mettre donc les lésions liées au vieillissement, l'hypertension, maladie ischémique et qui vont se présenter sous cette forme avec au niveau de l'artériole afférente une diminution du flux parce qu'il va y avoir une augmentation des dépôts sous-endothéliaux et une prolifération des cellules myoépithéliales et vous allez avoir une ischémie du glomérule. Je vous ai mis cette plaque, c'est juste pour attirer votre attention sur une entité qui n'est pas très nouvelle, mais qui date depuis quelques années, sur une maladie vasculaire primitive qui ne s'accompagne pas tout de suite d'hypertension, mais qui va, c'est des malades qui la développent par la suite. Ce sont les néphropathies hypertensives primitives qui sont associées à des variants, et en particulier le variant APOL1, mais pas que, il y en a d'autres, et qui vont se présenter comme ça sous forme d'une glomérulosclérose avec un glomérule qui est complètement solidifié. Ce sont des formes qui peuvent se présenter sous la forme d'une néphropathie hypertensive, mais qui ont un pronostic totalement différent et sur lesquels les traitements dont on va parler n'ont pas vraiment d'effet, qui évoluent vers l'insuffisance rénale chronique de façon inexorable. Il faut y penser chez les patients d'ascendance africaine. Donc l'hypertension, pour résumer un petit peu ce que j'ai dit, l'hypertension et l'insuffisance rénale sont interdépendantes et présentent des défis de santé mondiaux. La maladie, l'hypertension se complique fréquemment, la maladie rénale est un facteur de progression. Le lien de causalité hypertension est faible en dehors bien sûr des hypertensions artérielles sévères et dans la néphropathie hypertensive chez les sujets à ascendance africaine, il faut penser à la glomérulosclérose avec les variants génétiques. J'ai parlé aussi de la définition de l'hypertension artérielle parce que ça fait débat depuis quelques temps, donc depuis les recommandations américaines qui avaient baissé le seuil à 120 avec la publication d'études SPRINT et puis les publications européennes qui avaient un petit peu baissé cette ferveur et revenu à des définitions plus conventionnelles, je vais dire, revenir un peu à ce qu'on avait avec le JNC7. Donc, pour ce qui est de l'hypertension artérielle, toutes les recommandations aujourd'hui recommandent de les confirmer par des mesures extramuros et on insiste aussi beaucoup sur les mesures standardisées parce que ça permet d'avoir des valeurs plus justes et ces valeurs plus justes sont importantes pour remettre en place les traitements dont on va parler. La mesure au cabinet n'est pas toujours suffisante, c'est ce que je vous ai dit, parce qu'il y a 20 à 35% d'hypertension artérielle blouse blanche et d'hypertension artérielle masquée. L'hypertension artérielle masquée est fréquente chez l'insuffisant rénal chronique, et là, vous le voyez en bleu, ça augmente en fonction du déclin du débit de filtration glomérulaire. Et cette hypertension masquée, elle est associée en particulier quand on ne baisse pas la pression artérielle nocturne, à de la protéinurie, une baisse du débit de filtration et à une augmentation de la masse du ventricule gauche. Il y a aussi cette histoire de mesurer la pression artérielle non observée en cabinet qui va probablement être les techniques de mesure d'avenir dans cette méta-analyse. Cette mesure non observée avait été comparée à la MAPA diurne et puis à la technique de routine et vous voyez qu'elle est pratiquement équivalente à la MAPA diurne. Elle occulte l'effet blouse blanche et elle est meilleure que celle qui est faite en routine. Donc, la pression artérielle, il faut savoir la prendre, c'est un rituel. L'importance de la méthode est à connaître pour analyser la valeur et appliquer donc les cibles dont on va parler. Vous avez vu l'intérêt des mesures en dehors du cabinet et cette mesure automatisée non observée sera probablement l'avenir dans les cabinets. Donc, pour ce qui est de la néphroprotection, les objectifs, ça va être donc de ralentir en traitant l'hypertension, ralentir la progression de l'insuffisance rénale chronique et de réduire le risque cardiovasculaire. Donc, quel traitement antihypertenseur, quelle cible et comment aussi réduire la protéinurie.
Donc, parmi les études prospectives qui ont testé des cibles de tension artérielle pour réduire le déclin du débit de filtration, il n'y en a pas beaucoup. J'en ai choisi 2 parce qu'ils avaient un suivi de cohorte. C'est l'étude de MDRD, donc qui avait été menée dans les années 90, qui avait choisi 2 cibles tensionnelles, donc 107 qui était l'équivalent de 14,9 et 92 qui était l'équivalent de 125,76. Et il y avait 840 participants. Ils ont été insuffisants rénaux chroniques, ils ont été scindés en 2 bras. Et la conclusion de l'étude, c'était qu'il n'y avait pas d'intérêt à être dans des pressions artérielles très basses pour protéger le rein chez ces patients insuffisants rénaux chroniques. Maintenant, quand on voyait ceux qui étaient protéinuriques, on constatait que la baisse intensive de la pression artérielle, ça marchait chez les insuffisants rénaux chroniques protéinuriques. Et cet état de fait était donc on le retrouvait 10 ans après, donc ça marchait plus chez les patients qui étaient protéinuriques. Et de cette étude découle la recommandation de baisser à moins de 125,75 les patients avec une insuffisance rénaux chronique protéinurique au-delà d'1 gramme. L'étude ASK, c'est un peu la même chose, ça avait été menée dans les années 2000 chez des Afro-Américains, 2 cibles tensionnelles. La cohorte prise globalement, il n'y avait pas de différence, il n'y avait pas en fait d'intérêt à baisser trop la tension, mais quand on prenait le pool de patients qui étaient protéinuriques, et ici, ce n'était pas des grosses protéinuries, c'était autour du demi-gramme par jour, ça marchait. Donc, 10 ans après, ASK donnait les mêmes résultats. Et quand on poulait toutes ces données dans une méta-analyse, ça c'est la méta-analyse de Lévy, qui intégrait les études avec donc, intensification du contrôle tensionnel sur la progression de la maladie rénale, on voyait qu'il y avait un intérêt à être plus intensif chez les patients qui étaient protéinuriques. Donc, c'est une chose à retenir. Chez les insuffisants rénaux chroniques non protéinuriques, ça ne sert à rien de baisser trop la pression artérielle. Par contre, chez ceux qui sont protéinuriques, il y a un intérêt à la baisser autour de 125,75. Donc, pour ce qui est des autres études, là, je vous ai montré les études dont le critère de jugement primaire était le rein et les études dont les critères de jugement primaire étaient le cœur. Il y a eu SPRINT, publié en 2015, et cette sous-étude de SPRINT qui intégrait les malades avec une insuffisance rénale chronique. Donc, on voulait voir si l'intensification de la pression artérielle chez les insuffisants rénaux de SPRINT, ça avait un intérêt sur le rein ou pas. Alors, sur le cœur et sur les événements cardiovasculaires majeurs, même si ce n'est pas significatif, il y a une baisse de 19%. Sur la mortalité totale, c'est significatif, donc on se rapproche un peu des résultats de SPRINT global. Par contre, sur le rein, ce n'est pas significatif. Donc, baisser trop la tension artérielle chez ce profil de patients au risque cardiovasculaire et insuffisant rénaux chronique, ce n'est pas bénéfique et ce n'est pas délétère non plus. Alors, il y a eu une alerte quand même sur le risque d'insuffisance rénale chronique chez les patients. Donc, dans cette étude qui a poolé les données de ACCORD et de SPRINT, à 3 ans, on voit que la baisse intensive de la pression artérielle, ça peut augmenter le risque incident d'insuffisance rénale chronique, beaucoup plus chez le diabétique que chez les non-diabétiques. Et on pense que les diabétiques sont peut-être plus sensibles aux modifications hémodynamiques dues à ce traitement intensif. Et il faut faire attention, peut-être que ce traitement intensif, on sait que ça augmente un petit peu la créatinine parce que ça réduit la pression dans le capillaire glomérulaire, mais faire attention chez les sujets qui sont diabétiques, qui sont âgés, qui ont une insuffisance rénale chronique avancée parce que ça pourrait éventuellement évoluer vers des formes chroniques et je pense qu'il faut un suivi à long terme pour évaluer ce que ça va donner. Donc, un contrôle strict de la pression artérielle n'est bénéfique sur le déclin du débit de filtration que chez les patients protéinuriques. Et un contrôle agressif a montré un bénéfice cardiovasculaire, mais un risque de dégradation de la fonction rénale, d'autant plus marqué qu'il s'agit d'un diabétique. Donc, sur les cibles tensionnelles pour protéger le rein, on va être à moins de 125,75 quand on est protéinurique. Là, je parle du non-diabétique. À moins de 130,80 lorsqu'on est entre 0,3 et 1 et à moins de 140,90 lorsque l'on est à moins de 0,3. Et les données chez le diabétique ont été un petit peu extrapolées sur ces données-là. Donc, il y a eu des recommandations qui sont sorties en 2020, qui ont été présentées à l'ASN, pas encore publiées, et qui sont largement inspirées de l'étude SPRINT, c'est les recommandations CADIGO.
Et vous voyez qu'elles sont de faibles preuves, un grade 2B, qui préconise chez les insuffisants rénaux chroniques de mettre en dessous de 120, en utilisant une mesure standardisée de la pression artérielle, mais de faire attention chez les sujets âgés. Bon, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes. Alors, il n'y a pas que le débit de filtration, il y a aussi l'albuminurie. Si vous voulez protéger le rein de vos hypertendus, la protéinurie ou l'albuminurie a été, il a été montré que c'était un risque cardiovasculaire et un risque de mortalité, un risque de déclin. Et ça fait partie même de la définition de la maladie rénale. Plus vous êtes albuminurique et plus le risque rénal est important. Et c'est ce qui est montré ici dans cette revue sur le risque cardiovasculaire, sur la mortalité toutes causes confondues et sur le risque de progression. Donc, comment faire pour protéger le rein? Il faut réduire la protéinurie. Là, c'est une étude que j'ai trouvée intéressante, et une étude italienne chez des diabétiques des diabétiques et des non-diabétiques qui étaient tous sous inhibiteurs du système rénine-angiotensine pour arriver à une cible tensionnelle voulue, mais qui gardaient une protéinurie résiduelle au-delà, qui était très protéinurique, autour de 3 grammes. Et chez ces gens-là, on a donné un traitement renforcé qu'on a titré petit à petit. Donc, ça commence pour essayer de les mettre en rémission complète. Donc, c'était d'abord du ramipril avec le régime sans sel, auquel on a rajouté un double blocage, le losartan. Chez nous, le double blocage, ça marche chez les gens qui ont une protéinurie résiduelle importante. Et chez qui on a rajouté du verapamil, qui est un inhibiteur calcique qui a montré un intérêt dans la réduction de la protéinurie. Et vous voyez que quand vous arrivez à réduire la protéinurie chez ces gens-là, eh bien, vous avez un gain en termes de déclin du débit de filtration pour arriver à des déclins qui sont pratiquement physiologiques. Donc, comment on fait pour… donc, il faut réduire la tension, il faut réduire l'albuminurie. Donc, par quels moyens? Ce sont évidemment les bloqueurs du SRA. Donc, comment ça fonctionne? Ça, c'est les néphrologues connaissent bien. Dans les travaux de réduction néphronique, on va avoir un effet de l'angiotensine 2 sur l'artériole efférente avec une vasoconstriction, une augmentation de la pression dans le capillaire et plus de protéinurie. Et si vous levez cette vasoconstriction par l'angiotensine 2, vous améliorez cette pression intraglomérulaire et vous réduisez la protéinurie. Donc, c'est ce qu'on a dans les recommandations européennes. Il faut commencer par une bithérapie fixe aujourd'hui, soit un inhibiteur calcique, soit un inhibiteur du SRA associé à un inhibiteur calcique ou un diurétique en première intention. Et puis, quand ça ne marche pas, au-delà d'1 mois, il faut passer à la trithérapie. Vous voyez que les recommandations européennes sont il y a un peu moins de finesse dans ce qu'il faut cibler pour l'insuffisance rénale. Il n'y a pas de distinction à ce qu'il y a une protéinurie ou pas de protéinurie. Eux, ils ont mis tout le monde à 139 avec une pression diastolique autour de 70-79. Donc, l'IEC, est-ce que ça marche sur la progression d'insuffisance rénale chronique? La réponse, évidemment, oui. Beaucoup d'études l'ont montré. Ça, c'est une sous-analyse de l'étude ASC, parce que dans l'étude ASC, on testait aussi 3 médicaments sur le déclin du débit de filtration. Et on voit que le ramipril, sur les événements rénaux, ça marche mieux que l'amlodipine. Et d'ailleurs, ce bras avait été arrêté précocement. IEC-WARA2, on a tendance à dire que c'est équivalent, mais dans cette étude, dans cette méta-analyse chinoise, qui est une méta-analyse avec une technique bayésienne, c'est-à-dire qu'ils essayaient de voir quel était le traitement, la probabilité du traitement le plus sûr et le plus efficace, il ressortait que les IEC pourraient peut-être faire mieux que les ARA2 sur l'insuffisance rénale, sur la mort cardiovasculaire et la mortalité, toutes causes confondues, et peut-être il suggérait que ça pourrait être le choix dans cette population. Donc, intervenir, oui, mais il faut intervenir précocement, c'est ce que montre cette étude. Donc ça, c'est des diabétiques d'âge moyen 45 ans et 60 ans, qu'on a scindé en 3 groupes. Un groupe avec un DFG encore conservé, un groupe avec un DFG entre 30 et 60 et un groupe avec une insuffisance rénale avancée. Et quand on intervient précocement, on gagne plus d'années sans dialyse. 6 ans à 45 ans, on gagne 6 ans quand on intervient tôt, 5 ans quand on intervient de façon intermédiaire et 1 an quand on intervient tardivement. Les résultats chez les sujets jeunes sont meilleurs que chez les sujets âgés. Donc, quand on veut mettre un inhibiteur du SRA, il vaut mieux le mettre précocement.
Lors de la prise, cette étude est intéressante dans le sens où quand vous prenez le traitement le soir, quand le traitement est mis le soir, c'est-à-dire au coucher, eh bien, dans cette méta-analyse, il a été montré que ça réduisait mieux la pression artérielle, donc ça entraînait un meilleur contrôle tensionnel, une diminution de la pression artérielle et diurne et nocturne, une augmentation du sommeil et une nette diminution des complications cardiovasculaires. Alors, c'est une question récurrente et on est souvent consulté pour ça, faut-il arrêter les inhibiteurs du SRA en cas d'insuffisance rénale avancée? Là, c'est une étude qui vient d'être publiée en 2020 dans le JASN, qui a inclus près de 10 000 patients avec un DFG inférieur à 30 et chez qui on a stoppé chez près de 1500 personnes les inhibiteurs du SRA sur 6 mois. On les a suivis pendant 5 ans. Et vous allez voir que sur la mortalité, plus 14%, sur les événements cardiovasculaires majeurs, plus 12%, mais par contre, ça retardait l'échéance de la dialyse dans 8% des cas. Donc après, c'est une discussion risque-bénéfice quand il est nécessaire donc d'arrêter. Quand on se pose la question, faut-il arrêter les inhibiteurs du système rénine-angiotensin? Un petit mot juste sur un antagoniste des récepteurs de minéralocorticoïdes. Donc, on a eu beaucoup d'études avec la spironolactone et les plérénones. Ça, c'est une étude qui vient d'être publiée, la finrénone, pour voir s'il y avait un intérêt sur un critère de jugement primaire qui était le déclin du débit de filtration et enfin de voir si sur le cœur, ça marchait. Quand vous l'associez à un inhibiteur du SRA, ça ne donne pas beaucoup d'hyperkaliémie et ça marche aussi bien sur le cœur que sur le rein. Le double blocage, très vite, ça marche. Pas d'intérêt en cardiologie ou dans l'hypertension artérielle essentielle quand les malades sont à haut risque, faiblement protéinuriques, on retient les résultats dont target, mais ils auraient une place potentielle dans la néphroprotection du patient protéinurique, je crois que je vous l'ai montré tout à l'heure. Les glyphlosines, rapidement, c'est une méta-analyse qui montre qu'en plus de leur effet hypoglycémiant, ils ont un effet intéressant sur la pression artérielle. Ça baisse de façon significative la pression artérielle. Un effet aussi sur l'amélioration du profil lipidique et la perte de poids. Et surtout, il y a eu cette étude qui a été publiée là récemment en 2020, la DAPA insuffisance rénale chronique comme la DAPA HF. Et ce qui est intéressant, c'est que la dapagliflozine a été donnée chez le diabétique et le non-diabétique à 10 mg versus placebo. Et le critère de jugement principal, c'était un critère composite qui était la baisse de 50% du DFG et les événements cardiovasculaires. Ça marche sur tout et c'est significatif. Ça protège le rein et ça protège le cœur, ça baisse la mortalité. Et peut-être que dans un avenir proche, ces médicaments feront en tout cas probablement partie de la néphroprotection du patient hypertendu. Je terminerai juste par ça parce qu'on a beaucoup de prescriptions d'hypouricémiants chez les hypertendus, qu'ils aient une insuffisance rénale chronique ou une cardiopathie ischémique. Là, les études qui certifient ou qui prouvent avec beaucoup de précision le lien de causalité, c'est la randomisation mendélienne, c'est-à-dire qu'on randomise un patient par rapport à des variants génétiques qui sont impliqués dans le facteur d'exposition. Vous voyez ici que dans la cardiopathie ischémique, quand on prend les études observationnelles, on voit que l'hyperuricémie aurait un impact négatif sur la possible survenue de cardiopathie ischémique. Mais quand vous faites les études en randomisation mendélienne, ça n'a pas d'intérêt. Et la même chose pour l'insuffisance rénale chronique. Donc, je pense que s'il y a aussi quelque chose à retenir, c'est que l'hyperuricémie asymptomatique, il ne faut pas la traiter systématiquement. Il faut peut-être éviter de surrajouter des médicaments qui augmentent l'acide urique. Donc, en pratique, toujours, pour protéger le rein, il faut réduire la pression artérielle. La bithérapie d'emblée, c'est ce que nous avons dans les recommandations. Et je dirais que chez l'insuffisance rénale chronique protéinurique, ce que j'aurais tendance à privilégier, c'est l'association IEC-diurétique, parce que c'est une association synergique sur la protéinurie. Les objectifs tensionnels, je vous les ai montrés. Ne pas baisser en dessous de 120, favoriser la monoprise le soir, importance d'avoir des traitements qui couvrent l'ensemble d'unités mères, réduire la protéinurie,
Le régime peu salé, j'ai une dia qui est à côté, mais ça marche, c'est un médicament. Donc, quand on compare des protocoles à régime salé pauvre ou à régime salé riche, ça réduit la protéinurie, ça réduit la pression artérielle. Les glyphosines feront probablement partie dans l'avenir des médicaments néphroprotecteurs et ne pas traiter systématiquement l'hyperuricémie asymptomatique. Voilà, j'ai fini. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Moutkori. Je pense qu'on laisse les questions à la fin. Dr Mir, si tu peux prendre la parole. D'accord. Donc, on laisse les questions. Tes questions, c'est à la fin, je pense. Oui, c'est comme ça qu'on avait prévu. Et donc, je vais présenter notre ami François Sidol qui va prendre la prochaine communication. Alors, François Sidol est cardiologue. Il est hospitalier dans l'unité d'hypertension artérielle et médecine vasculaire du département de cardiologie au centre hospitalier universitaire Timone à Marseille. C'est le responsable du centre des maladies vasculaires rares, dysplasie fibromusculaire. Il est très impliqué dans la recherche clinique et dans l'échographie vasculaire et qu'il enseigne l'hypertension artérielle. Donc, c'est en plus un excellent échographiste vasculaire. Si vous avez l'occasion de le voir en atelier, c'est un régal. Donc, François, à toi la parole. Merci beaucoup. Merci Hassan. Merci à l'AMCAR qui, je vois, reste extrêmement dynamique et ça ne m'étonne pas malgré les conditions sanitaires. Merci aux organisateurs, au docteur Danier. Merci à Saïd. Bien entendu, je me joins à vous et à votre peine pour le décès de notre confrère qui est extrêmement, bien sûr, regrettable. Alors, je vais vous parler donc de la prise en charge des sténoses des artères rénales et au départ des sténoses athéromateuses, et puis je vous parlerai, parce que je ne peux pas m'empêcher de parler des sténoses dysplasiques. La première chose, c'est que il faut savoir que la prévalence des accidents vasculaires cérébraux est extrêmement importante lorsqu'on découvre une sténose des artères rénales. Alors, je commence par ces accidents vasculaires cérébraux, tout simplement pour vous sensibiliser au fait que lorsqu'on découvre une sténose de l'artère rénale, ce n'est pas simplement la question de la revascularisation dont on va parler, qui est importante, mais c'est surtout l'ambiance athéromateuse dont elle témoigne. Souvent, on fait l'impasse là-dessus, mais je crois que c'est le premier réflexe qu'il faut que l'on ait, c'est devant toute sténose athéromateuse, d'ailleurs devant toute plaque athéromateuse, imaginez que c'est une maladie diffuse. On retrouve énormément de sténoses carotidiennes également lorsqu'on les recherche. Et également, on retrouve beaucoup de sténose coronaire chez ces patients chez lesquels on découvre une sténose de l'artère rénale. Donc, c'est un mode d'entrée de découverte de la maladie athéromateuse. Donc, il ne faut pas oublier que c'est une maladie diffuse. On a vu, et je ne vais pas y revenir, bien entendu, puisque ça a été très bien présenté par les deux précédents orateurs sur les liens qu'il y a entre l'hypertension artérielle et l'insuffisance rénale. Je pense qu'on en discutera beaucoup par la suite. C'est donc une maladie diffuse, c'est une complication fréquente d'une maladie athéromateuse diffuse, c'est d'ailleurs une complication d'une maladie aortique, la sténose de l'artère rénale. C'est souvent une plaque de l'aorte qui fait issue à l'intérieur de la lumière rénale. C'est assez souvent associé au déclin de la fonction rénale et de la mortalité globale. Et donc, en premier lieu, ça nécessite un bilan cardiovasculaire global pour déceler la présence d'autres localisations de la maladie athéromateuse. Alors, quels sont les objectifs de la prise en charge des sténoses des artères rénales? Bien évidemment, les deux premiers objectifs sont la préservation de la fonction rénale et le contrôle de l'hypertension artérielle. Mais au-delà de tout ça, c'est bien entendu la réduction des événements cardiovasculaires et rénaux à long terme qui doit être notre obsession. Il y a des traitements médicaux qui sont spécifiques à l'hypertension artérielle, les règles hygiéno-diététiques, l'activité physique, l'utilisation de bloqueurs du système rénine-angiotensine, d'inhibiteurs calciques, de bêta-bloquants aussi en deuxième intention. Les diurétiques thiazidiques peuvent être également recommandés. Et puis, il y a des traitements qui sont spécifiques de la maladie athéromateuse, l'aspirine ou les statines lorsque la sténose dépasse 50%. En gros, si vous voulez, l'utilisation d'une triade IEC ou Zartan associée à un inhibiteur calcique et ou un diurétique thiazidique
est bien entendu recommandé systématiquement avant de penser à n'importe quelle revascularisation. Alors, est-ce qu'il faut les revasculariser? Entre 1990 et 2008, moi quand j'ai commencé dans les années 90 à m'intéresser à ça, eh bien c'était l'ère un petit peu du réflexe oculosténotique. Chaque fois qu'on voyait, qu'un cardiologue en tout cas voyait une sténose athéromateuse, eh bien il envoyait directement à la salle de cathé, on revascularisait, tout le monde était content, c'est ce qu'on appelle le réflexe oculosténotique, et finalement, la découverte d'une sténose rendait le cardiologue très joyeux, et ça a été un petit peu fait de façon extrêmement fréquente dans tous les services, un peu partout dans le monde. Et puis, dans les années, à la fin des années 2000, cette ère du réflexe oculosténostique a brutalement s'est heurtée à l'évidence-based medicine avec une première étude qui est l'étude Astral, qui montrait qu'il n'y avait pas de différence significative entre les deux attitudes, entre une attitude médicale et une attitude de revascularisation chez les patients porteurs d'une sténose artérielle rénale athéroscléreuse. Alors, c'était bien précisé dans l'étude chez qui les médecins sont incertains dans l'indication du geste de revascularisation. Donc, c'était une première étude qui a mis quand même un pavé dans la mare et dans les salles de cathétérisme qui ont été obligées d'être un petit peu plus prudentes. Mais cette étude a été, si vous voulez, complétée à une toute autre échelle par l'étude Coral qui, elle, a inclus des patients donc, qui avaient des sténoses serrées, des patients qui avaient de l'insuffisance rénale. Et chez tous ces patients-là, même si les sténoses étaient extrêmement serrées, lorsque on comparait les deux groupes, des groupes médical et le groupe stenting sur les sténoses artères rénales, il n'y avait aucune différence en termes d'événements cardiovasculaires. Donc, ça allait beaucoup plus loin que l'équilibre de la pression artérielle. C'était aussi globalement sur la survenue des infarctus, sur la survenue d'une mort cardiovasculaire ou rénale, la survenue des AVC ou l'insuffisance rénale terminale. Alors, on s'est dit, parce que moi je travaille dans un service d'hypertension artérielle de médecine vasculaire, ça correspond quand même pas trop à ce que nous, on voit et aux patients qu'on sélectionne. Et on s'est posé la question, pourquoi nous, on a un ressenti qui est différent des études Coral et Astral? On s'est dit, bon, dans Coral et Astral, à l'inclusion, quand même, il y a des patients qui ont peu ou pas d'insuffisance rénale. Ça nous a surpris. Certains patients même ne sont pas hypertendus. Certains patients n'ont pas d'ailleurs de mesure ambulatoire de la pression artérielle, qui est maintenant la norme, comme vous l'avez rappelé précédemment. La pression artérielle donc était mesurée assez souvent cliniquement. Il n'y avait pas de trithérapie. Il n'y avait pas chez beaucoup de patients d'hypertension résistante. Les hypertensions très sévères étaient une cause d'exclusion. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut dilater, puisque jusqu'à présent, il n'y a pas d'études qui montrent que la dilatation, l'angioplastie est supérieure au traitement médical, mais ça nous a fait quand même poser des questions, puisque nous, nos chiffres, moi je vous les montre très simplement, lorsque on évalue, nous, dans un service d'hypertension artérielle, les patients qui ont une sténose athéromateuse rénale, eh bien, avant angioplastie, on a une moyenne tensionnelle à 147,81 mm de mercure. Après angioplastie, 130,73. Ça, c'est la moyenne des patients que nous suivons, avec une diminution du nombre de traitements qui va de 2,5 à 1,3. Ce n'est pas que nous, à Marseille, qui avons ces chiffres. Tous les gros autres centres, ça c'est un centre parisien, montrent la même chose dans les services d'hypertension artérielle spécialisés, je précise. Là, c'est une étude qui est intéressante, là, qui est assez récente, qui montre l'évolution en fait de la filtration glomérulaire dans les reins. J'ai trouvé très belle cette étude chez les patients qui ont eu une angioplastie. En fait, on se rend compte qu'il y a un équilibrage entre les deux reins après angioplastie. Le rein ipsilatéral à la sténose, eh bien, voit sa filtration augmenter lorsqu'on a bien sélectionné le patient, bien sûr, après angioplastie, et celui qui était un peu hyperfiltrant du côté opposé à la sténose, eh bien, a sa filtration qui diminue. J'ai trouvé ça assez joli. Alors, est-ce qu'il faut revasculariser les artères rénales? Parce que vous dites, bon, il est bien gentil, mais finalement, il
ils ne montrent pas des preuves scientifiques. Eh bien, les guidelines des sociétés savantes de cardiologie recommandent une revascularisation pour les patients qui ont des sténoses très serrées avec un gradient translésionnel significatif en cas d'hypertension résistante. Donc, je vous rappelle, ce sont des patients qui ont une trithérapie antihypertensive qui inclut un diurétique thiazidique, notamment si les patients sont jeunes, et bien entendu, si la pression artérielle a été documentée de façon ambulatoire. Les sténoses tronculaires plutôt costales, et ça on en reparlera, lorsqu'on a une détérioration rapide et récente de la fonction rénale, il est bien évident qu'un patient qui a une insuffisance rénale ancienne et qui est très, très importante ne bénéficiera pas d'une revascularisation des artères rénales. On ne l'a jamais observé, on l'observera à mon avis jamais. Bien entendu, les œdèmes pulmonaires, les patients qui ont des sténoses unilatérales, bilatérales ou sur rein unique, ou les sténoses sur post-transplantation. Alors, de façon un petit peu, parce que j'aime bien me frotter aux néphrologues, hein, c'est toujours agréable de discuter avec nos amis néphrologues, la question qu'on se pose, c'est est-ce que Coral et Astral sont des études faites par des néphrologues pour des néphrologues? Je dirais non. Il ne faut pas être non plus, il faut pas être trop comment dire, à contre-courant des études, puisque ce n'est pas vrai. Notre objectif commun, c'est avant tout d'aider ces patients. Les recommandations de l'achat de la CC disent ce que je vous ai dit là, c'est-à-dire les recommandations pour les revascularisations. Ces recommandations nous disent surtout les patients à ne pas revasculariser. Ce sont les patients asymptomatiques, c'est les patients qui sont contrôlés pour leur hypertension par le traitement médical. Également, les recommandations nous montrent que lors de l'évaluation d'un patient atteint de sténose athéromateuse, il est important de déterminer si les symptômes sont causés par une hypoperfusion rénale ou si la sténose est fortuite. Et ça, on va en reparler, c'est dans la technique d'évaluation échographique qu'on va pouvoir trouver des arguments. Également, les sténoses qui sont de découverte fortuite, hein, qu'on découvre lors d'une coronarographie et qui sont asymptomatiques, c'est sans hypertension artérielle, ne sont bien entendu jamais une indication exceptionnellement à une revascularisation. Les patients qui sont atteints d'une insuffisance rénale chronique de stade 3 et 4 avec une taille de rein qui est faible, ou des patients sous hémodialyse sont bien entendu des patients à totalement écarter de ces gestes de revascularisation. Alors, est-ce qu'il existe un profil de patients, de bons patients à revasculariser? Bien, les patients symptomatiques qui présentent une pression ambulatoire résistante à une trithérapie, un déclin récent de la fonction rénale, les OAP flash, l'insuffisance cardiaque déstabilisée en cas de sténose bilatérale serrée ou de sténose sur rein unique. Et dans tous les cas, une évaluation complète par écho-Doppler, plus ou moins en géoscanner, et en géoscanner, en cas d'insuffisance rénale, bien sûr, on essaiera de l'éviter. Mais bien entendu, il n'y a pas de preuve que d'études contrôlées, randomisées, que cette attitude est la bonne. Vous voyez ici une étude, enfin un suivi tardif de Coral qui est sorti récemment et qui nous montre que chez les patients qui ont une microalbuminurie, et je pense que la microalbuminurie, ça a été évoqué, c'est un élément extrêmement important dans l'évolution de l'insuffisance rénale chez l'hypertendu. La simple présence d'une microalbuminurie est un élément qui doit vous faire écarter, en tout cas, sauf exception, une revascularisation, puisque les seuls patients qui bénéficiaient d'Encoral à long terme de la revascularisation et ceux qui n'avaient pas de microalbuminurie. Ça, ce sont les recommandations de la Société française d'hypertension. Donc, en cas de haute probabilité de séance de l'artère rénale, si l'hypertension est résistante ou en présence d'une diminution de la filtration glomérulaire sous IEC ou Zartan ou bloqueur du système rénine-angiotensine, en cas d'OAP, de rein unique ou de sténose bilatérale serrée, eh bien, la découverte d'une séance d'artère rénale peut faire discuter une revascularisation. Dans tous les autres cas, on s'abstient. Alors, j'ai parlé de la technique et je suis désolé de vous embêter avec la technique, mais à mon sens, c'est excessivement important puisque je pense, pour avoir beaucoup discuté avec mes confrères hypertensiologues, avec mes amis néphrologues également, je pense que ce qui peut faire la différence et ce qui fait que nous avons une attitude peut-être un petit peu différente, c'est la technique. Et je pense que avoir une bonne technique écho-Doppler pour déterminer quels sont
les sténoses serrées, quelles sont les sténoses qui peuvent retentir, bien connaître, bien entendu, les critères échodoppler, savoir les relativiser, savoir les adapter aux patients. C'est un élément extrêmement important. Les techniques de Doppler ont évolué. Ici, vous voyez, on utilise une technique de zone de convergence qu'on a appliquée aux sténoses des artères rénales. Également, l'interprétation des scanners et également l'interprétation des circonstances cliniques sont très importantes. Vous voyez ici cet exemple, une patiente qui est âgée de 67 ans, elle a une hypertension sévère et résistante. Elle a une sténose très serrée de l'artère rénale droite, à plus de 80%. Une petite artère rénale droite, le rein droit est atrophié, la fonction rénale est correcte. Vous voyez le rein gauche, comme il a grossi, il est compensateur. Et bien évidemment, il n'y aura aucune indication dans ce cas-là de faire une angioplastie parce que ce sera inefficace sur la protection néphronique et la pression artérielle ambulatoire. Et le traitement, eh bien, ça sera un traitement médical avec des IEC, des statines, éventuellement un petit peu d'aspirine, puisqu'on voit que apparemment il y a un score calcique qui est très élevé chez cette patiente. Alors que, à contrario, chez ce patient qui a le même âge, 69 ans, qui a eu une néphrectomie droite il y a quelques années, chez lequel on découvre une sténose serrée sur une hypertension artérielle sévère et récente, avec à l'échodoppler ici des critères qui sont extrêmement robustes, comme donc une sténose très serrée avec des vélocités à plus de 400 cm/s, avec un index de résistance distale qui est diminué à 0,56, un temps d'ascension systolique qui est allongé, eh bien, on peut discuter de l'angioplastie et elle sera probablement efficace. Nous avons d'ailleurs chez ce patient fait une angioplastie et ça a été plutôt efficace sur la pression artérielle, même très efficace sur la pression artérielle et sa fonction rénale a remonté, mais ça c'est un cas d'école. Le suivi d'ailleurs sera le même chez ces patients, elle se base sur le même trépied que la décision thérapeutique pour nous, c'est-à-dire c'est la pression artérielle ambulatoire, c'est l'échodoppler ou l'imagerie, et bien sûr l'évolution de la fonction rénale et la discussion avec nos amis néphrologues, qui est importante. Alors, je reviens en arrière, voilà simplement pour vous montrer les résultats qui sont chez ce patient sur l'angioplastie. Vous voyez ici le stent sur l'artère rénale gauche avec un bon résultat. Alors en conclusion, ces sténoses d'artère rénale athéromateuse, elles surviennent dans un contexte diffus. Le traitement il doit être toujours médical. L'évaluation doit être spécialisée car les erreurs de sélection des patients sont importantes. Il faut évaluer l'hypertension artérielle ambulatoire, son caractère résistant ou non, l'évaluation du degré de sténose, de son retentissement par une équipe qui est robuste en imagerie, une évaluation de la fonction rénale et de son évolution. Il ne faut pas oublier de faire appel à nos amis néphrologues. Et en cas de doute, l'évaluation dans les centres d'hypertension nous semble extrêmement indiquée. Pour vous donner un ordre d'idée, nous, à Marseille, sur 100 sténoses athéromateuses artérielles, si on en dilate entre 5 et 10, c'est le bout du monde. Mais on va le faire parce qu'on pense qu'il reste des indications chez ces patients. Alors, je ne vais pas venir ici et voir mes amis marocains sans vous parler de dysplasie fibromusculaire, puisque il est de notre devoir de communiquer là-dessus. Et très rapidement, je vais communiquer sur ça. La dysplasie fibromusculaire, vous savez, c'est une maladie génétique diffuse, non athéromateuse, non inflammatoire, des artères de moyen calibre qui touchent essentiellement les artères rénales et cervicales avec un ratio femmes-hommes de 9 pour 1. Il y a 9 femmes pour 1 homme. Et cette maladie, elle peut s'exprimer, et ça c'est très important, de différentes façons, sous la forme pathognomonique des colliers de perles, mais elle peut aussi s'exprimer de façon non pathognomonique, qui surviennent dans d'autres pathologies, notamment la dissection artérielle, les anévrismes et les tortuosités artérielles. Il y a une nouvelle classification qui a été proposée et qui est maintenant retenue. On ne parle plus que de sténose multifocale lorsque vous avez un collier de perles et de sténose unifocale si vous avez vraiment un aspect focalisé ou un aspect tubulaire. Ça correspond à des entités qui sont légèrement différentes. La dysplasie multifocale a un aspect en collier de perles, donc sur des dysplasies médiales, de la partie médiale de l'artère, alors que les sténoses unifocales surviennent plutôt sur des dysplasies intimales ou périmédiales.
Alors, c'est une maladie qui est très fréquente, beaucoup plus fréquente que ce que l'on pense. Lorsque l'on regarde la prévalence de l'hypertension secondaire à une dysplasie, ça représente 0,4 de la population générale. Il y a des études qui ont été faites sur des scanners systématiques qui montrent qu'à peu près 1% de la population a des signes directs ou indirects de dysplasie fibromusculaire, qui ne sont pas forcément serrés, mais c'est important de les identifier par rapport à l'enquête familiale qui peut être réalisée. C'est une maladie diffuse et on doit rechercher, lorsqu'on en trouve une au niveau des artères rénales, bien entendu, on doit rechercher au niveau cervical, au niveau intracrânien, systématiquement par un angioscanner, la présence d'une autre localisation. La première étude qui a été faite d'un point de vue épidémiologique, c'est Jeffrey Olin, notre ami new-yorkais, qui l'a réalisé. Et c'est le premier à avoir montré que finalement, on regardait la dysplasie au travers des atteintes rénales, mais elle était aussi fréquente dans la localisation carotidienne. Lorsque Jean-François Ploin, par la suite, a poursuivi ses études, on a montré en France, grâce à l'étude une étude qu'on a réalisée dans la France entière, que la dysplasie est une maladie diffuse. Elle touchait non seulement les artères rénales et cervicales pour les localisations les plus importantes, mais elles peuvent toucher toutes les artères de moyen calibre. Et on a d'autres localisations. On a aussi des anévrismes de l'aorte thoracique qui peuvent survenir dans ces dysplasies. Donc, une évaluation complète chez ces patients est donc nécessaire. Et il est recommandé maintenant de screener entièrement les patients. Nous, quand on a une sténose ou même une dysplasie, même pas serrée, d'une artère rénale ou d'une autre localisation, on fait un angioscanner complet de toutes les artères. On fait des échographies, bien entendu, mais on fait une recherche complète chez le patient chez lequel on découvre cette dysplasie. On peut trouver également donc les autres formes d'expression que le collier de perles. On trouve des anévrismes, notamment intracrâniens, qui ne sont pas très fréquents, mais il faut les rechercher, notamment chez les femmes jeunes qui sont en âge d'avoir des enfants, puisque vous savez que la grossesse est un élément de progression du fait de la stimulation hormonale, je vais vous en parler très rapidement, de cette maladie. À peu près 9%, 9,6% en moyenne des patients qui ont une dysplasie vont avoir un anévrisme artériel, pas forcément donc cérébral, puisque c'est une minorité, mais un anévrisme artériel, souvent sur une artère rénale, sur une autre artère. Donc, il faut les rechercher. Les anévrismes, on peut les trouver par échographie. Vous voyez ici la belle concordance qu'il y a entre cet anévrisme de l'artère rénale et en échographie et l'angioscanner. Mais je pense que c'est très difficile quand même en échographie, et c'est pour ça que l'angioscanner a un intérêt réel pour cette maladie. Une autre forme d'entrée dans la maladie, c'est la dissection. Ici, chez un jeune médecin qui m'avait appelé pour une hypertension brutale, eh bien, il est rentré dans la maladie dysplasique, comme souvent les hommes, par une dissection artérielle de l'artère rénale. Donc, ces dissections, on les retrouve bien sûr au niveau coronaire. Et lorsque vous avez une dissection coronaire, eh bien, dans cette étude de Sow, la fréquence des dysplasies est très élevée, plus de 86% des patients. Je considère que lorsqu'on découvre une dissection coronaire spontanée, eh bien, c'est une dysplasie fibromusculaire jusqu'à preuve du contraire. Également, dans le suivi, il va falloir faire attention puisque, vous voyez, les événements cardiovasculaires sont très fréquents, hein. On a à peu près 10% d'AVC dans nos populations de patients qui ont une dysplasie fibromusculaire dans le suivi. Donc, ils nécessiteront un suivi important. Également dans la famille, hein, puisque dans les familles, vous voyez que chez les apparentés du premier et du deuxième degré, il y a 50% d'AVC, il y a des anévrismes dans 20% et surtout 20% de mort subite chez les apparentés du premier et du deuxième degré. On trouve dans 20% des cas une mort subite, donc beaucoup plus que la population générale, alors que la dysplasie n'a été mise en évidence que chez 7% des patients. Ce qui veut dire que dans les recherches de dysplasie, systématiquement, il faudra faire une recherche chez les collatéraux du premier degré, et nous on le fait donc systématiquement par échographie, et si on a un doute, eh bien, on fera un angioscanner. Donc, ne pas oublier que c'est une maladie donc diffuse pour le patient, mais c'est aussi une maladie qui peut toucher la famille, puisque c'est une maladie génétique, même si on ne connaît pas encore le gène.
En ce qui concerne l'algorithme diagnostique, bon, je vous en ai parlé, donc je ne vais pas y revenir, simplement que ça se repose essentiellement sur le Doppler et l'angioscanner et éventuellement l'angio-IRM. Personnellement, je préfère l'angioscanner puisque en termes de résolution spatiale, c'est un petit peu meilleur pour les artères que l'angio-IRM. Alors, le traitement, il n'y a pas d'études randomisées contrôlées, il n'y a pas de critères de sténose même significative. Ça se base sur l'expérience des centres. Nous, on a débuté une étude qu'on est en train de terminer qui compare donc l'écho-Doppler avec les pressions intravasculaires que fait le radiologue au moment de la dilatation. Et on va bientôt sortir cette étude. Je peux vous dire en avant-première que la réalisation d'une FFR est extrêmement, et d'un gradient intravasculaire est extrêmement corrélé avec le bon résultat de l'angioplastie dans les dysplasies fibromusculaires. Les critères écho-Doppler également ne sont pas encore définis et donc j'espère qu'on va les définir grâce à cette étude, mais globalement ils sont beaucoup plus élevés, les seuils sont beaucoup plus élevés que dans les sténoses athéromateuses, c'est pas de 200 cm/s, on est plus proche des 300 cm/s pour décider que la sténose est significative. Mais vous voyez qu'il y a toute une sémiologie en échographie qu'on a mis en évidence de la dysplasie fibromusculaire. C'est bien entendu, vous voyez ici un aspect en collier de perles sur cette artère rénale, mais c'est aussi une variabilité de l'épaisseur, parce qu'avant tout, c'est un épaississement, c'est une hyperplasie de la média que l'on voit chez ces patients. Il y a aussi ici, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien, des diaphragmes intravasculaires. Ce sont ces diaphragmes qui créent la sténose. C'est pas le fait que l'artère est irrégulière, c'est parce qu'il y a des diaphragmes à l'intérieur. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'on ne met pas de stent dans ces artères et qu'on fait une dilatation par ballonnet pour casser ces diaphragmes. L'établissement de bons critères va permettre de probablement corriger un petit peu les études d'efficacité sur la revascularisation des dysplasies, parce que vous voyez que finalement, dans notre centre, on n'a pas mieux sur les sténoses dysplasiques que sur les artères, enfin dans les centres globaux, que sur les artères athéromateuses, parce que probablement ces critères ne sont pas définis et qu'on dilate un peu trop précocement des artères qui ne sont pas suffisamment serrées. Ça, c'est nos chiffres, vous voyez. On a une diminution qui est nette lorsqu'on sélectionne bien les patients avant angioplastie des artères rénales, puisque on a un résultat qui se consolide à distance, avec un nombre de médicaments qui diminue chez ces patients. En ce qui concerne les dysplasies cervicales, c'est un bon pronostic à long terme. Le traitement est envisagé pour des lésions symptomatiques et c'est essentiellement un traitement médical. Il n'y a quasiment aucune chirurgie qui est faite sur les dysplasies cervicales. Personnellement, j'en ai jamais indiqué. Les perspectives de cette maladie, c'est déterminer les facteurs génétiques et environnementaux, c'est améliorer la quantification des dysplasies, on s'y emploie grâce à l'étude que l'on mène, et c'est améliorer la connaissance au niveau des registres, c'est aussi, vous voyez, améliorer les écho-Doppler, vous voyez, puisque ici en haut à droite, à quelques millimètres près, là on n'a pas de sténose, et ici, sur cette artère, à quelques millimètres près, on a une sténose très serrée. C'est lié au diaphragme que je vous ai montré. Bien entendu, bien repérer au millimètre près la sténose pour l'indiquer au radiologue interventionnel lorsqu'on doit la dilater. C'est quelque chose d'extrêmement important. Je ne veux pas être trop long avec cette dysplasie parce que j'en parlerai des heures, mais je ne veux pas être trop redondant. Vous voyez ici les diaphragmes, ça c'est vraiment la maladie, c'est ça. Ce sont ces diaphragmes qu'on vient dilater, c'est eux qui créent la sténose. Vous voyez, quand on a fait des échographies endovasculaires, il y a cette hyperplasie, il y a des spasmes très importants autour de l'artère lorsqu'on met des échographes endovasculaires à l'intérieur de ces artères. Vous voyez ici une artère dysplasique en anapathe. Vous voyez ces microdissections qui sont préexistantes. Vous voyez l'épaississement irrégulier de la média. Ça, c'est une étude qu'on avait faite pour essayer de comprendre pourquoi il y avait 9 femmes pour un homme. On a eu l'idée de récupérer une dizaine de patientes et de patients aussi. On a des hommes qui avaient été opérés parce qu'il y avait un anévrisme associé, on avait dû les opérer et on a fait une immunohistochimie pour montrer quels étaient les récepteurs
présent dans ces artères et on a montré qu'il y avait, par rapport aux cas témoins qui n'en ont absolument aucun, une expression très importante des récepteurs à la progestérone dans le noyau des cellules musculaires lisses des patientes et des patients atteints de dysplasie. C'est pour ça qu'on recommande de ne pas utiliser de progestérone et de faire très attention aux traitements hormonaux chez les patients qui présentent une dysplasie, parce que c'est probablement une maladie génétique qui dispose à l'intérieur des artères des récepteurs à la progestérone de façon génétique et qui sont activés chez les patients qui ont un cycle hormonal de progestérone. Et quels sont les patients qui ont un cycle hormonal à la progestérone? Mais ce sont les femmes. C'est pour ça que probablement que ce sont les femmes qui expriment plus la maladie, même si les hommes ont autant d'atteintes génétiques. Ça, c'est une étude qu'on vient de publier pour vous montrer. Alors ça, c'est bien parce que je pense qu'on va pouvoir avoir enfin un diagnostic biologique de la dysplasie. L'hypothèse, c'était de dire il y a beaucoup de spasmes sur la dysplasie. C'est un élément qui est consubstantiel à cette maladie. On ne peut pas mesurer le spasme, mais par contre, on peut mesurer la réaction de l'organisme au spasme. Et la réaction de l'organisme au spasme, c'est la sécrétion d'adenosine et surtout les récepteurs A2B. Et donc, on a pris trois groupes, 40 patients qui avaient une dysplasie, c'est une étude pilote, on n'a pris que 40 patients qui avaient une dysplasie, 40 patients hypertendus, 40 patients témoins. Les patients témoins n'ont pas d'augmentation de récepteurs d'adénosine, 0. Les patients hypertendus, pas du tout équilibrés, ils ont une petite augmentation. Et les patients qui ont une dysplasie, ils ont une augmentation phénoménale, tous, des récepteurs A2B. Donc, ça sera peut-être, on est en train de compléter cette étude pilote, ça sera peut-être un moyen de faire un diagnostic biologique. Alors, vous voyez que ce puzzle de la dysplasie, il se complète. On a ces récepteurs à la progestérone, on a ce spasme, on a ces diaphragmes, et finalement, il y a une certaine logique dans cette dysplasie. Voilà. Je ne veux pas parler trop longtemps de la dysplasie parce que ce n'est pas forcément le sujet de ce soir. Simplement pour vous dire qu'il faut faire une exploration complète de toutes les formes d'expression de la maladie. Il faut explorer tous les territoires, il faut explorer les collatéraux. Il faut savoir dépister par imagerie et biologie en attendant un diagnostic génétique qui n'est pas encore présent. Et puis, il faut peut-être s'adresser au centre de compétences. Voilà, je suis désolé d'avoir été un peu long et je vous remercie. C'est moi qui prends la parole, c'est le professeur Dani. Merci François, merci aux trois orateurs, c'était excellent. J'ai personnellement appris beaucoup de choses. Donc, je crois qu'on va poser les questions. Il y a quelques questions, des questions sur le net. On va partager des questions, je pense, sur les trois orateurs. Je commencerai par une question à Dominique Guéraud sur l'utilisation des diurétiques quand il y a une insuffisance cardiaque avec congestion. Comment utiliser les thiazidiques et à quelle dose? Et puis, pour le Lasélix, faut-il l'utiliser en continu, discontinu? Ok. Donc, schéma à privilégier. Donc, les thiazidiques, je dirais qu'il faut les introduire quand vous avez une résistance au Lasélix, quand vous arrivez déjà avec des doses assez importantes de Lasélix. C'est de l'Esidrex, c'est Ampéros. Hein, pour arriver à obtenir une bonne déplétion, c'est plus que les apparentés thiazidiques, c'est l'hydrochlorothiazide qui va être utile en montant jusqu'à 50 mg par jour. Il ne faut pas dépasser 50 mg. Concernant le Lasélix, en France, on a tendance à aller beaucoup plus haut que dans beaucoup de pays. On a des patients qu'on arrive jusqu'à 500, 1000 mg par jour. Je sais qu'aux États-Unis, par exemple, c'est des doses qui paraissent phénoménales et c'est vrai que le gain au-delà de 500 mg est quand même assez faible. Et la deuxième partie de votre question, c'était est-ce qu'il faut donner en continu? Je pense que c'est pour les patients qui sont hospitalisés. Du coup, la façon de prescrire le Lasélix à forte dose. Oui, c'est ça. Mais c'est quand les patients sont hospitalisés, finalement. En gros, il y a une étude qui montre que si on donne en IV à la seringue ou si on donne des bolus répétés, on arrive à obtenir dans les deux cas une déplétion qui est à peu près équivalente. Ce qu'il faut, c'est surtout ne pas se limiter à 1 ou 2 injections par jour chez ces patients-là. Si vous permettez, peut-être juste une question au docteur Guéraud. Est-ce que lorsque vous observez quand même qu'il y ait des résistances aux diurétiques même à forte dose dans certaines situations? Ah oui. Est-ce que c'est souvent le cas? Est-ce que vous surveillez la natriurèse pour voir s'il faut passer à autre chose, par exemple des séances d'ultrafiltration?
On peut surveiller la natriurèse, mais finalement, c'est surtout faire clinique. Hein. C'est ça qui va poser l'indication. C'est que si on est résistant à la trithérapie sympathique dans la mesure où on peut l'avoir, finalement, la natriurèse, elle va pas être extrêmement utile. Le changement de la natriurèse va montrer qu'on commence à être actif avec le traitement. Mais même si vous avez une natriurèse qui est induite, si vous obtenez pas la déplétion qui est nécessaire sur le plan clinique, il va se poser la question d'aller plus loin. Mais j'ai parlé de la dialyse péritonale parce que je pensais que c'était un truc intéressant pour les cardiologues qui n'ont pas forcément ça à l'esprit. Mais ceci dit, ça reste des indications qui sont assez rares, hein, clairement. En tout cas, dans notre expérience. Je poserai une question au professeur Mtkori, une question qui vient d'Algérie. C'est un médecin d'Alger, Dr Bad. Il vous pose la question HTA à 60 ans, je crois. Il va écrire chez une femme sous bithérapie secondaire qui commence à faire de la marche 1 heure, 5 jours par semaine et qui présente une élévation des chiffres à 160-95. Que faire? Faut-il arrêter la marche ou augmenter le traitement? Tu veux que je réponde? Rizlan, ton micro, s'il te plaît. On peut. Question ouverte. L'hypertension d'effort, c'est pas un problème. Hein. La personne qui fait un effort augmente sa pression artérielle et l'effort est toujours recommandé lorsqu'on a une hypertension artérielle. C'est très rare de ne pas recommander l'effort. C'est d'ailleurs recommandé par toutes les sociétés savantes. Donc, je pense pas que cette personne développe une hypertension d'effort comme ça. C'est assez rare. Ça se diagnostique sur des scores de Bruce en général. Mais non, la patiente, si elle a une pression artérielle ambulatoire au repos, à effort modéré, qui est normal et qui est contrôlé par une bithérapie, eh bien, on ne va pas augmenter la pression artérielle, on ne va pas augmenter le traitement forcément parce qu'à l'effort, la pression augmente. Si c'est bien ça, si j'ai bien compris la question. Apparemment. C'est ça. Je pose une autre question sur le Vas-y, Miel, parce que moi j'ai des questions à Rizlan. Vas-y. Mais tu peux y aller parce que là, voilà. Alors, juste, peut-être, quelle est la meilleure combinaison thérapeutique à administrer chez un patient en insuffisance rénale chronique terminale qui présente une hypertension artérielle sévère non contrôlée par inhibiteur calcique? C'est l'insuffisance rénale chronique terminale qui présente une hypertension artérielle sévère non contrôlée par inhibiteur calcique. Rizlan. Ça pose la problématique de l'hypertension artérielle chez le dialysé. C'est une insuffisance rénale chronique terminale. Est-ce que c'est un patient qui est dialysé ou juste un stade terminal non? Ne précise pas. La question ne précise pas. C'est juste insuffisance rénale chronique terminale, mais je pense que c'est un dialysé. Donc ça pose la problématique de l'hypertension artérielle chez le dialysé. Ça ne pose pas. S'il est au stade terminal, l'introduction d'un inhibiteur du SRA en faisant attention évidemment au risque d'hypercalémie ne pose pas problème puisqu'il est déjà au stade terminal. Il faut aussi, je pense, voir s'il y a une rétention hydrosodée parce qu'à ce niveau-là, les diurétiques de l'anse peuvent avoir leur place. C'est revoir son poids sec. Alors, quand ils sont en dialyse, justement, c'est différent. Là, il y a une expansion hydrosodée, il y a le poids sec à revoir. C'est des approches qui sont différentes. Donc, chez le patient dialysé, c'est une approche par baisse du poids sec sur l'examen clinique, sur les données échocardiographiques, sur la radio pulmonaire. Et c'est la diminution du poids sec qui permet de ramener le patient vers des cibles de normotension. Et si c'est en pré-dialyse, il faut faire des associations et je pense utiliser les diurétiques de l'anse chez ce profil de patient. Question du Dr Senaji Zaki. Quand faut-il retirer la spironolactone de l'ordonnance de l'insuffisance cardiaque avec insuffisance rénale? Elle est pour moi, je pense, cette question. Je sais. Les deux pour Guéraud et Mtkori, les deux. C'est pour les honneur aux femmes, alors d'abord. Moi, je vous ai montré l'étude qui a été publiée dans le JASN. Je pense que c'est un calcul risque-bénéfice. Et moi, je dis que le cœur prime toujours sur le rein.
s'il y a un risque d'accident cardiovasculaire majeur et s'il y a un risque de décès, je pense qu'il vaut mieux maintenir. Je parlais des IEC. La question, c'était les spironolactone. Il y a des recommandations sur l'insuffisance rénale aiguë associée à l'hyperkaliémie. Il faut pas avoir tendance à les retirer trop rapidement. Je pense qu'il faut essayer d'éduquer le patient sur son régime. Il faut associer les nouveaux chélateurs du potassium ou enfin ceux dont on dispose, éviter les autres médicaments hyperkaliémiants. En tout cas, essayer de le garder le plus longtemps possible parce qu'il a un effet, je pense, intéressant au cours de l'insuffisance cardiaque. Moi, ça serait mon opinion. Et si avec toutes ces mesures, on n'y arrive pas, ben, il faudra l'arrêter, je pense, quand la kaliémie dépasse 5,5. Oui, c'est ça. Surtout s'il y a une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Si je peux me permettre de mettre mon grain de sel de cardiologue, c'est vrai que l'échographie est vraiment importante dans ces cas-là. Hein. L'évaluation des pressions droites, parce qu'on est toujours, nous, sur le fil du rasoir, parce qu'on a beaucoup de patients insuffisants cardiaques et insuffisants rénaux. On est toujours un peu sur le fil du rasoir entre un patient un peu trop, pour être simple, plein, chez lequel le cœur souffre et peine à pomper, et de l'autre côté, un patient qui serait trop vide et pour lequel l'insuffisance rénale progresserait. Et vraiment, je trouve que l'évaluation des pressions droites et leur évolution peut intervenir dans cette discussion. Oui, d'autant plus que les pressions droites, dans le syndrome cardio-rénal, contrairement à ce qu'on a tendance à imaginer simplement, ce n'est pas la fonction systolique qui est le principal déterminant, c'est le reflux veineux. Et donc, optimiser ça optimise aussi le congestion veineuse. Ouais. La congestion veineuse. Oui, oui. J'ai une question pour Dominique concernant une situation qui est souvent un petit peu délicate, c'est celle des insuffisances cardiaques, souvent en fraction d'éjection réduite et qui sont très avancées avec de l'hyponatrémie. Qu'est-ce que tu fais en général? C'est des situations qui sont délicates, on a peur de continuer avec les diurétiques parce qu'on aggrave un petit peu l'hyponatrémie. Donc, il y a la restriction hydrique qui parfois marche, parfois ne marche pas. Comment tu fais en pratique, dans ta pratique de tous les jours? Ouais, donc ça, c'est un problème hyper fréquent et hyper compliqué. La principale raison pour laquelle c'est compliqué, c'est que c'est multifactoriel, mais la cause numéro 1, c'est clairement l'insuffisance cardiaque par elle-même. Et donc, c'est très facile de corriger l'anatrémie. Il y a un traitement qui va marcher super bien, c'est le tolvaptan. Hein. Quand on met un bloqueur des récepteurs de l'ADH sur le rein, en fait, on corrige parfaitement l'hyponatrémie. Sauf qu'il y a des grandes études qui ont montré que ça n'améliorait pas la survie. Donc, corriger l'anatrémie, c'est un objectif en soi pour essayer d'améliorer, on va dire, la qualité de vie. Mais clairement, quand c'est lié à l'insuffisance cardiaque, c'est juste un marqueur pronostic. Et corriger ce marqueur pronostic ne change pas les choses. Par contre, je vais quand même répondre à la question. J'avais un peu abordé les choses, mais rapidement. La première chose, c'est de diminuer les apports hydriques. L'hyponatrémie, contrairement à une conception communément répandue, c'est pas un manque de sel, c'est un excès d'eau. Donc, diminuer les apports hydriques, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est d'essayer d'augmenter les apports en osmol. C'est ce qui va permettre d'éliminer l'eau. Et les osmoles que l'on peut utiliser, évidemment, c'est pas le sel, mais c'est les protéines. C'est l'urée qui va amener les protéines. Ça peut aider. Donc, essayer d'augmenter un peu les apports en protéines, c'est un deuxième moyen. Le troisième moyen, c'est de jouer sur les diurétiques en privilégiant les diurétiques de Lantre qui sont très peu hyponatrémiants par rapport aux diurétiques thiazidiques qui, c'est une susceptibilité génétique, hein, l'hyponatrémie au thiazidique, ça on le connaît depuis 2-3 ans. Ceux-là, ils sont très hyponatrémiants chez une partie des patients. Donc si on a ce facteur thiazidique, on peut essayer de jouer là-dessus. Et puis l'autre élément, c'est d'essayer de faire ce que disait François, c'est-à-dire d'obtenir la meilleure volémie possible parce que en optimisant la fonction cardiaque, si c'est ADH dépendant, ce qui est la grande majorité des cas des hyponatrémies, eh bien on peut essayer d'améliorer l'anatrémie comme ça. Mais très souvent, et c'est votre expérience de cardiologue, plus le rein va mal, plus le cœur va mal, et plus on est hyponatrémique, c'est un témoin de ce qui se passe. Et voilà. Une question pour le néphrologue, je ne sais pas lequel. La plaque du thorazimide, c'est-à-dire le tansimide qui existe au Maroc, commercialisé sous le nom de tansimide. Thorazimide. Alors, le tansémide ou le thorazémide, je pense que c'est un diurétique de Lens à longue durée d'action. Et je ne me souviens plus très bien des concordances. Hein. Je pense que le 10 mg correspond à peu près à 60 ou 80 mg de l'Azilix.
il a une longue durée d'action. Je le vois prescrit par les cardiologues chez les insuffisants cardiaques. Donc, je pense que ça n'a pas le même effet que les diurétiques de l'anse. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut l'utiliser au même niveau que de l'Azilix ou plutôt... Non. En diurétiques de l'anse, à mon avis, ont une place plus importante. À toi, Risland. Je m'excuse de te prendre là. Non, allez-y, allez-y. Mais je suis du même avis que vous. Hein. Je pense que quand on est dans une insuffisance cardiaque et qu'on a besoin d'utiliser de très fortes doses de diurétiques, là, il faut aller vers le diurétique de l'anse classique à durée d'action courte. Mais quand on est dans des conditions stables, etc., je ne sais pas ce qu'en pensent nos confrères cardiologues, on peut l'utiliser dans le traitement d'entretien ou dans le traitement d'une insuffisance cardiaque stabilisée. Très bien. Une question pour François. On a parlé que quand on découvre une fibrodysplasie musculaire, on cherche chez la famille une sténose de l'artère rénale. On ne recherche pas les artères cervicales? Si, je me suis mal exprimé alors, mais lorsqu'on découvre une dysplasie, on va faire une recherche systématique chez les apparentés du premier degré par échographie des vaisseaux du cou, de l'aorte thoracique et des artères rénales, des artères digestives également, du tronc cœliaque. On regarde les artères iliaques, il n'est pas rare de trouver une dissection, etc. Je vous donne une toute petite anecdote. J'ai vu assez récemment une dame de 47 ans. Elle avait une dysplasie, elle avait une hypertension artérielle, une dysplasie qui était fortuite parce qu'il n'y avait pas de séance serrée de l'artère rénale. Elle avait en fait un hyperaldostéronisme secondaire qui expliquait son hypertension. Elle est venue avec sa fille qui avait 16 ans à la consultation. Elle m'a posé la question, quand est-ce que je fais évaluer ma fille, quand est-ce que vous voulez la voir? Parce que je lui parlais de ce dépistage. Et je lui ai dit, écoutez, quand elle aura 18 ans ou avant qu'elle ait un enfant, on lui fera ça. Et puis sa fille m'a dit, mais moi, ou si elle a des symptômes. Sa fille, qui était là, qui jouait avec son téléphone portable à côté de sa mère en consultation, m'a dit, moi, j'ai mal à la tête. Ça fait 3 mois que j'ai mal à la tête. Et je lui ai pris l'attention. Cette petite, elle avait 20 tensions. Alors, je me suis dit, bon, c'est pas grave, ça doit être parce que c'est la consultation. Je lui ai fait un Holter le jour même. Elle avait 20 tensions en moyenne. Elle avait 195, 110 mm de mercure, cette petite de 16 ans. Je l'ai descendue à l'écho-Doppler. Elle avait une sténose serrée de l'artère rénale gauche préocclusive sur 1 mm de son artère rénale gauche, avec un rein ischémié. Et l'après-midi même, on lui a fait une dilatation et on lui a refait une écho. Après, ça allait bien. Et elle avait une tension qui s'est normalisée. Tout ça pour cette histoire de chasse, pour vous dire que même si vous découvrez une dysplasie peu importante d'une artère rénale chez un patient ou une patiente, vous pouvez trouver des choses extrêmement évoluées dans la famille. Donc oui, il faut faire les artères cervicales, toutes les artères, le plus possible. Jeffrey Olin, lui, fait l'angioscanner à tout le monde. Nous, en France, on fait écho-Doppler et si on a un doute, un scanner pour la famille. J'ai une question pour François. Tu as parlé un petit peu de la dysplasie, comme quoi c'est une maladie qui est fréquente, et tu as insisté, tu l'as répété 2 ou 3 fois. C'est pas un petit peu notre impression de tous les jours. Certainement, on passe à côté des cas de fibrodysplasie artères rénales ou d'autres territoires. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont les astuces? Quand est-ce qu'il faut un petit peu tiquer? Quand est-ce qu'il faut rechercher ça en pratique de tous les jours? Oui, alors les études qui ont été faites par les radiologues systématiques pour dépister la dysplasie nous parlent de 1 à 3% de dysplasie. Mais bien entendu, ce n'est pas forcément des dysplasies serrées ou qui vont avoir un retentissement. Les astuces, c'est d'abord, bien entendu, l'hypertension artérielle chez la femme jeune. C'est un élément extrêmement important. Même si le diagnostic moyen de la dysplasie se fait à 53 ans chez les femmes, les lésions sont présentes dès l'âge de 16 à 18 ans. Et elles peuvent évoluer dans la vie. Donc, effectivement, la présence d'une dysplasie doit être recherchée chez les femmes jeunes. Il faut aussi écouter les patients. Un souffle systolique abdominal, un souffle abdominal, c'est un élément aussi important. C'est la clinique de tous les jours, mais on a fait beaucoup de diagnostics de dysplasie chez des femmes qui présentaient un souffle abdominal.
une hypertension artérielle avec une hypokaliémie, une baisse du potassium, ce n'est pas que un hyperaldostéronisme primaire, mais ça peut être aussi une dysplasie fibromusculaire. Donc, il y a beaucoup de, si vous voulez, il y a un autre élément, c'est une hypertension sévère, brutale, récente, chez une personne qui n'a pas d'antécédent familial d'hypertension forcément, ou bien une hypertension artérielle chez une personne dont les parents ont eu, il y a eu une histoire de mort subite, une dissection, un événement cardiovasculaire brutal dans la famille. Ça doit vous mettre la puce à l'oreille. À propos des morts subites, tu as parlé de 20% dans la famille. C'est énorme. Est-ce que tu penses que c'est en rapport… Excusez-moi, c'est pas 20% des patients de la famille, c'est dans 20% des cas, chez 20% des patients, on trouve les apparentés du premier au deuxième degré. Voilà. Mais c'est premier et deuxième degré. Hein. Oui. Et tu penses que c'est en rapport avec des atteintes coronaires? Je pense que ce sont des atteintes coronaires ou des accidents vasculaires cérébraux. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à la dysplasie, c'était quand j'étais jeune assistant. C'était les neurochirurgiens qui m'avaient demandé de m'occuper des problèmes cardiologiques de leur réa. Et j'avais découvert qu'en réanimation, c'était rempli de femmes jeunes, voire même des femmes enceintes ou post-accouchement qui avaient fait une rupture d'anévrisme cérébral chez lesquelles c'était normal de constater chez des femmes jeunes des ruptures d'anévrisme, mais c'est pas normal. Quand on a une rupture d'anévrisme, c'est très souvent une dysplasie. Et chez les coronariens, là, on fait une étude grâce au récepteur A2B et toutes les dissections coronaires qui sont vues dans la région Marseille, etc., nous sont adressées. Et je peux vous dire qu'on découvre énormément de dysplasie. Énormément. Donc, c'est sous-évalué parce qu'on n'y pense pas beaucoup, hein. Parce qu'on se dit c'est une maladie rare, mais ce n'est pas comme le phéochromocytome. Le phéochromocytome, c'est une maladie rare. La dysplasie, c'est une maladie fréquente, sous-évaluée, qui probablement a beaucoup d'autres expressions que l'hypertension artérielle. Est-ce que, je suis désolé de prendre la parole, de monopoliser un petit peu, est-ce que tu penses, François, que dans un cabinet de ville, est-ce qu'il faudra plutôt favoriser le plus facilement les codoppler, mais même si on sait que ça nécessite une certaine expertise, ou est-ce qu'on peut se permettre de généraliser un peu plus l'angioscanner? Si on est devant un bilan d'hypertension artérielle avec une hypertension symptomatique, et dans les cas dont je vous ai parlé, je ne parle pas d'une personne de 75 ans ou 80 ans qui fait une hypertension qui est réglée sous monothérapie, mais je parle vraiment de personnes plus jeunes. À ce moment-là, si vous n'avez pas l'expertise, et c'est vrai que c'est difficile, hein, les codoppler, eh bien à ce moment-là, faire un angioscanner, ça me paraît tout à fait à propos. Moi, je pense que ce qui peut être fait, c'est de développer des centres spécialisés avec un très bon échodoplériste, un très bon néphrologue, quelqu'un qui chapeaute ça un petit peu, un généticien ou une généticienne, hein, bien entendu. Nous, on a une généticienne qui est très bien, et essayer de monter des centres de maladies vasculaires rares, de façon à intégrer à l'intérieur la dysplasie, mais les autres pathologies, hein, les syndromes des vers dans l'os, la médiolyse segmentaire, les syndromes d'Alagille, toutes ces maladies rares, etc. Nous, c'est ce qu'on a fait en France. Je pense qu'au Maroc, vous y mettez, mais on a des centres comme ça. On a deux gros centres. On a Paris et Marseille. Moi, je m'occupe de Marseille. Puis, il y a d'autres centres en France qui s'en occupent, qui sont un petit peu plus petits. Moi, quand j'ai commencé, j'avais à peu près 3-4 patients dysplasiques. Maintenant, j'en ai pas loin de 2000 et ça commence à faire. Et on a des nouveaux patients. Moi, chaque semaine, je vois 2 ou 3 nouvelles dysplasies. Bien, moi, j'ai des questions pour Dominique. J'ai une question, si c'est possible. Alors, les inhibiteurs de GT2 seraient indiqués qu'il s'agisse d'une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée ou altérée. Il continue donc dans le même ordre d'idée chez un patient en insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée sans stigmate de surcharge. Y a-t-il tout de même un intérêt à les introduire? Alors, je pense que je ne suis pas le plus adapté pour répondre à la question. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à ma connaissance, il y a l'étude d'APA et Chef qui est sortie, et je crois que ça, c'est des insurances cardiaques à fraction d'éjection réduite.
Et je pense qu'on est en attente des principales études sur les insuffisants cardiaques à fraction d'éjection préservée. Mais peut-être que François connaît mieux cette littérature que moi. En l'occurrence, ce que je peux vous dire, c'est que du point de vue néphrologique, chez ces patients qui sont cardio-rénaux, on en attend un bénéfice absolument majeur. Dans les études, alors Tapassi Kaili, elle en a parlé, Ghislaine, on a clairement une diminution de la morbidité cardiovasculaire, de la mortalité toute cause confondue, de la mortalité cardiovasculaire, des événements rénaux, dans les études qui sont dédiées chez les insuffisants rénaux chroniques et dans les études, dans les analyses rénales, des études non dédiées chez les insuffisants rénaux. Clairement, on a un bénéfice qu'on attend majeur. Et alors, pour la partie cardiologique, je sais que dans ce qui est sorti, c'est tout à fait spectaculaire, mais pour la préserver, il me semble qu'on manque encore de données. On attend un petit peu des résultats préservés. Pour vous dire un petit peu l'excitation de la communauté cardiologique, qui doit être la vôtre également, on attend à peu près les mêmes bénéfices que l'introduction et l'arrivée des IEC dans l'insuffisance cardiaque. Pour nous, le bénéfice est extrêmement potentiellement élevé. Des diminutions de mortalité de 30% quasiment dans ces populations. C'est ça. Il y a le docteur Amil Raptas qui demande s'il n'y a pas de complications néphrologiques avec les glyphosines liées à la glycosurie et engendrées par le traitement. Non, pas de complications néphrologiques. Ce que l'on craint au niveau néphrologique tout au plus, c'est une dégradation fonctionnelle modérée. Un peu comme on avait avec les IECRA2. C'est le pire que l'on peut imaginer au niveau néphrologique. En fait, quand on regarde les études, quelle que soit la molécule, on voit une dégradation moyenne du DFG de 5-10% et qui est parfaitement réversible à l'arrêt. Et donc, en fait, on a un vrai bénéfice sur le DFG à long terme. Après, les complications uronéphrologiques, si on élargit un petit peu, il y a un peu plus d'infections urinaires et d'infections mycotiques. Mais clairement, c'est des effets secondaires qui sont vraiment au second plan par rapport aux bénéfices. Il y a un effet secondaire qui avait inquiété, c'est dans l'étude CANVAS avec la canagliflozine. Il y avait un signal sur un surrisque d'amputation, mais c'est la seule molécule au sein des SGLT2 qui avait montré ça. Ça n'a pas été confirmé par la suite. Donc au niveau néphro, non, on a une safety qui est très bonne. Il voulait surtout parler des infections urinaires, particulièrement pensant à la glycosurie qui va être importante, particulièrement lorsqu'il s'agit d'une femme. La prévalence des infections urinaires est plus élevée souvent. Je pense que c'est un résident en néphrologie. D'accord. Alors, il y a une question qui est posée par le docteur Zahid Sofia. Je vais la lire parce qu'il est un peu long. Bonjour, professeur. Souvent, durant le GARD, nous sommes amenés à voir des patients avec un syndrome cardio-rénal de type 1, en insuffisance cardiaque aiguë, sévère, et une insuffisance rénale aiguë parfois modérée, en aggravation progressive, parfois anurique, ne répondant pas aux diurétiques, en euvolémie ou légère surcharge. Faut-il forcément attendre l'urgence dialytique ou y a-t-il un bénéfice à dialyser précocement, sachant que l'urgence sera inéluctable dans les prochains jours? Ce n'est pas d'études qui permettent de répondre à la question. Donc, en fait, je vais vous répondre sur l'expérience personnelle. Je pense qu'il y a vraiment pas d'indication à anticiper les indications de dialyse. Ça a été très bien montré dans plein d'études en réanimation. C'est-à-dire que si on se dit ne pas attendre le dernier moment pour dialyser, c'est dialyser dans des meilleures conditions, c'est essayer d'améliorer la situation pour éviter la dégradation de la fonction rénale. En réalité, ça fonctionne pas bien. Et puis, quand on est dans le cardio-rénal de type 1, c'est que le cœur va vraiment pas bien. Et donc, la dialyse risque quand même de mal se passer. Et donc, si on peut ne pas la faire, il faut vraiment se donner toutes les chances avec le traitement médical. Donc, non, dialyser tôt pour éviter l'aggravation n'est pas une option prioritaire. Et souvent, c'est pas que le cœur, souvent c'est multifactoriel. Souvent, l'infection est liée pour beaucoup dans ce genre de situation. C'est des situations en fait où on voit souvent associer des hypercalémies. Et nos cardiologues nous poussent souvent, même dans des situations un peu difficiles où le pronostic risque d'être mauvais, à aller vers la dialyse parce que souvent s'y associe une hypercalémie, parce qu'ils sont souvent également en oligurie. Voilà, une diurèse pas très importante. Et donc, là, mais c'est vrai que dialyser est acrobatique dans des conditions comme ça. C'est clair que l'hyperkaliémie anurique, il n'y a pas de discussion. Ça, c'est une indication à la dialyse. On ne peut pas faire autrement. Hassan, est-ce que tu peux conclure parce qu'on est un petit peu dans les temps? C'est toi qui vas conclure.
Non, mais vas-y, pour la session, après tu me passes la parole si tu veux. Bon, en fait, il y a au cours pas mal de questions. Bien sûr, on ne pouvait pas les présenter toutes. Désolé pour ceux qui les ont posées, parce qu'on doit conclure. Ben, je remercie tous les orateurs pour ces topos. C'était excellent. On a appris beaucoup de choses. Et j'espère à la prochaine. À toi, Merci Saïd. beaucoup. Merci Hassan pour cette excellente présentation. En tout cas, la session et le webinaire a tenu un petit peu ses promesses. On s'y attendait. Donc, c'était animé par des experts nationaux et internationaux vraiment de grand renom. Merci beaucoup à notre ami Rizlan Corée qui a excellé comme d'habitude. Tu as fait un topo magnifique, magnifique, où j'ai appris énormément, donc un topo actuel. François, vraiment un expert, tu nous as fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous. J'ai été chez toi dans le service, j'ai vu un petit peu comment vous travaillez dans le service. C'est un service vraiment de pointe en ce qui concerne l'hypertension artérielle et les maladies vasculaires. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous. Et toi aussi, Dominique, un grand merci pour tout ce que tu fais. Vraiment, tu réponds toujours présent à chaque fois qu'on a besoin de toi. Et donc, on l'a ressenti. Donc, présence d'experts, un grand merci. Beaucoup de messages magnifiques et très pratiques qui sont passés. Je te remercie, Sebin Younes. Tu nous as fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous. Un grand expert national parmi nous. C'est Hassan aussi. Merci beaucoup pour ta présence et pour la qualité de modération. Voilà, je voudrais remercier tout le monde d'être présent, d'être resté parmi nous jusqu'à cette heure-ci. Et voilà, encore une fois, toutes nos condoléances pour la famille, la petite famille, la grande famille de notre ami feu le docteur El Malte Fouad, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde. Et on vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre webinaire. Au revoir et à très bientôt. Au revoir.